L'histoire avant tout. Donc aujourd'hui, on va parler de la fameuse Giordina Lucira qui était la présidente de cette coalition intergalactique. Si je me trompe pas, Bien les sûr, galaxies, les planètes, les Ah bah. astres, les atomes, les étoiles. Bah, c'est surtout en ancien calidorien, oui, c'était une orthographe qui peut nous paraître un peu à la fois désuète et des fois grotesque, mais qui a longtemps été la langue du régime en vigueur. Exactement, et qui a du coup permis à plusieurs civilisations et plusieurs peuplades de faire des échanges et parfois aussi de faire le sexe anal. Mais ça dépend de... D'accord, donc ça prend cette tournure-là, très bien. Ah mais c'était la tradition, c'était un grand banquet autour d'une table mystérieuse que personne ne connaissait mais où tout le monde allait au moins une fois par an Bien et sûr. que ensuite à la sortie du banquet on te faisait systématiquement oublier que tu étais allé. Donc l'intérêt était uniquement pour les grands dirigeants et pour les grandes puissances d'avoir un petit coup d'œil, un petit aperçu de ce qu'étaient les citoyens à l'heure actuelle de leur fief. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit une orthographe, enfin des noms, toute une linguistique finalement C'est ça. assez désuète et qui peut nous paraître grotesque, mais grotesque. Grotesque. Gros texte. Gros texte, Le- voilà. le texte est très gros sur Le ton texte prompteur était très gros, il actuellement. n'utilisait que la police 17. Un état d'ailleurs sans police, uniquement une junte Autogérée. militaire. Il faut qu'on se mette Il faut qu'on d'accord. se mette d'accord sur la nature de ce... Non mais qui tout simplement est Kiki, tout simplement. oui. Kiki. Ah, bien sûr, Kiki. un appel à Nuki. Bien sûr, Anouki, la bête de l'empereur Marc Aurèle VII, la Marc Aurèle Oui. VII qui régna sur Qui l'Empire. succéda à Marc Aurèle San Oui. et qui... Qui était en fit avec Boba Fett. Ouais, exactement. Mais Boba c'est... Fett, spécialiste des On feats, fait des blagues et d'époque. tout, mais c'est quand même grâce à eux. Hein. Ah bah, si on est là aujourd'hui pour vous parler C'est ça. d'histoire avant tout, C'est c'est qui est le grâce nom de ce podcast, à Marc d'ailleurs. Aurèle San, C'est à Marc l'histoire Aurèle avant tout. VII, à Piscis, en Le hommage fameux- au pape de l'ancien Le fameux de l'ancien temps. astropape Piscis. Ah bah l'astropape Piscis, oui, oui, bien sûr. l'astropape Piscis est très très amusant. Piscis, bah, un des instigateurs d'une grande réforme de l'orthographe qui, on sous-estime souvent l'impact que ça a eu au-delà des lunes d'Andorre, mais finalement, cet impact de l'orthographe a créé C'est ça. des réseaux commerciaux, énormément d'échanges. Mm. Et finalement, un développement considérable qui a amené cet empire à être ce qu'il a été et ce qu'il n'est plus. Malheureusement, Bien sûr, puisqu'en ce qui n'est effet, plus, oui, oui. la désuétude est bien obligatoire à un moment. Et il se trouve qu'après la chute des 3 planètes majeures, je dirais, de l'empire des lunes d'Andorre, ça a été un petit peu compliqué de remonter. Et l'astropape Piscis a dû laisser place à, je me souviens plus de son nom, c'est à... Ah bah, c'était, de toute Non, façon, j'allais dire Moulinexo, mais c'était Non. pas lui. non, c'était une coalition de théocrates, donc on est entré en théocratie, un retour espèce de à un féodalisme. espèce de féodalisme intersidéral, puisqu'il y avait plusieurs arrondissements en années-lumière, bien sûr. Oui. Les mêmes qu'aujourd'hui, les mêmes qu'aujourd'hui, bien sûr. oui. C'est d'ailleurs sur ça qu'on s'est basé pour l'unité astronomique. Bien sûr. Tu sais, on dit souvent que c'est Ah bah, c'est un la- système solaire, mais ou une distance Terre-Soleil, je sais plus très bien, mais c'est très 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 peu ça en fait. C'est... Oui, oui. Oui. Bah, ça, c'est la seconde réforme de Piscis qui est beaucoup moins représentée aujourd'hui. Bien C'est sûr, ça. on utilise le système métrique, le système métrique d'Andorre, hein, qui se réfère Oui. aux différentes lunes. Mm. Différentes lunes qui ont le même diamètre à une centaine de mètres andorriens près. Voilà. Oui. C'est une anecdote qu'il est toujours bon Et de d'ailleurs, rappeler. aujourd'hui, les historiens ne savent toujours pas à combien équivalait Ah oui, la oui. différence, puisque c'était vraiment imprécis à l'époque, et on a un peu adapté le système métrique andorrien. Mais à l'époque, c'était très compliqué, ce qui valide pourquoi certaines fois les durées de trajet évaluées par les scientifiques de l'époque étaient très imprécises. On se rappelle d'ailleurs de la fois où ils ont estimé à 12 ans une distance pour aller quand même acheter du pain. Ah oui. C'était un petit peu tendu, un petit peu compliqué. Ce qui a fait une forte chute de natalité, bien sûr, dans tout le système des lunes d'Andorre. Oui, une erreur bête, mais qui a causé la perte de beaucoup. C'est ça. Et on oublie aussi de le dire, mais c'est une des causes de la guerre de la septième lune, bien sûr. Oui, c'est vrai. Presque à la fin de la chute de l'Empire, quoi, Oui, et au retour au féodalisme. Oui. La secte La secte des adeptes du Piscis, oui. qui était très très... Des espèces de fanatiques religieux Voilà. Oui. qui voulaient transgresser les lois instaurées par Piscis, qui étaient des lois avant tout d'ordre pour cadrer toujours plus l'économie galactique, mais certains adeptes, des
comme dirait Dupond-Moretti, comment il disait déjà? Des idiots écervelés. Oui, des idiots Non, des écervelés, idiotes écervelés. des idiotes écervelés et des sectateurs Des sectateurs. Mossad. Voilà, des Oui, sectateurs. oui. Des sectateurs qui est une référence à un ancien système quand il fallait tailler les haies du jardin de Piscis. Ils avaient énormément de sectateurs. Oui, Voilà. ce qui était, Des sectateurs, des... c'était l'emploi officiel du tailleur de Ah la oui, haie oui, de des Piscis. sectateurs, des tondeuses et tout Sectateur, ça. oui, oui. Du coup, Des motoculteurs. Exactement. Non, mais c'est fou comme l'influence sur notre société actuelle est bien présente sans même qu'on ne la signale. Ah bah ça me Mais du coup, rappelle revenons à l'histoire de donc, ce fameux August Henderson qui était membre, illustre. il illustre, c'est vrai, Sa Majesté, on devrait l'appeler, qui était membre du conseil de la 7e dynastie galactique, Mhm. euh, qui du coup reprit les idées bien plus tard de Piscis, mais qui les adapta un petit peu à sa façon pour les rendre un petit peu plus néolibérales, un petit peu plus adaptées au système. Bah, finalement, adapté à la conjecture de l'époque Voilà. du commerce intergalactique. Voilà, du commerce intergalactique, parce qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de marchandises à l'époque, on ne les cite plus. Le fameux bois écarlate qu'on retrouve beaucoup dans la civilisation des pleutres, l'opale Alors, les iridescente. pleutres, on précise, on est en langage codifié. On pourrait faire une émission entière sur la chute de la dynastie qui régnait sur Kilin, la Oui. 8e lune d'Andorre. Oui. Mais ce n'est peut-être pas le cas, bien que les retournements de situation étaient complètement fous. Avec la montée en puissance de la secte du Mandara, qui deviendra beaucoup plus tard l'ordre du Mandara, qui à l'époque n'était qu'une secte de vulgaires coupeurs de tête. Hein. Ils sévissaient dans les montagnes de la 8e lune d'Andorre, Mhm. Kilin. Et c'était vraiment, ils avaient des pratiques barbares, quoi. Chaque personne qui habitait là-bas devait posséder 3 têtes qu'il avait lui-même coupées, et dans un espèce de système archaïque, complètement archaïque, Ah oui, trivial. et biomécanique. Oui. Oui. Un système qui n'avait pas vraiment de sens. Ils avaient une sorte de machine autour du cou, enfin, pas constamment, bien sûr, chez eux. Oui, puisque Dans quand même leur- 120 kilos, c'est un petit peu compliqué. Bien mais sûr, c'est- oui. bien sûr. Sachant que la gravité là-bas est plutôt avantageuse. Oui, c'est vrai. On oublie Donc souvent de 120 le kilos de préciser. terre, hein, je précise. On oublie souvent de le préciser, ce qui grandit encore leur exploit, alors que Exactement. en réalité, ce n'était qu'une secte de barbares. Oui, c'est ça. Et du coup, ils s'amusaient souvent à changer de visage. Leur propre tête avait, de par des capacités, justement, en résonance avec la gravité lunaire Lunaire. très enfin, faible. on dit lune, mais vous savez que lune, c'est satellite naturel. Oui, bien sûr, c'est une... C'est une appellation vernaculaire, encore une fois, adaptée au langage. Voilà. Et du coup, ils s'amusaient à souvent changer de visage, pensant pouvoir gagner les facultés de des ennemis vaincus. Cependant, cela ne marchait évidemment pas. Mais du coup, cette secte-là, qui, mine de rien, prit de l'ampleur et devint, à la chute de Piscis 2, on pourrait dire, Piscis Oui, 2, bien sûr, oui. puisque c'est Piscis référence à l'ancien pape terrestre, il y a fort longtemps. Exactement. Ses écrits sont légendaires, hein, nous n'avons aucune validité scientifique à vous les Non. raconter. Non. Eh bien, l'ordre de Mandara finit par avoir une réelle importance au sein du système intergalactique et se démocratisa, bien sûr, pour pouvoir entrer dans la coalition du commerce. Et ils devinrent bien moins coupeurs de tête Voilà. et beaucoup plus requins, disons en C'est politique. ça. Donc c'est aujourd'hui un passé sombre, un passé qu'ils essayent de dissimuler tant bien que mal. Bien ce sûr. qui est- Avec l'ajout notamment du H à la fin de Mandara. Voilà. Et Voilà. ce qui est voilà. Ce qui on évoque ne peut pas des dire que c'est consonances une bien mauvaise plus, ou une bonne chose. Hein. Vous savez, moi, bon. Ah bah c'est factuel, nous étudions l'histoire. Voilà, exactement. Nous faisons que renseigner, relater. C'est d'ailleurs très intéressant de connaître un petit peu tout ça, de savoir un peu se renseigner sur. Puisqu'on rappelle que c'était quand même il y a. Nous allons compter en lune pour, même si cette unité est un peu hasardeuse. Oui, c'était il y a 83 ou 84 lunes, je ne sais plus très Lune bien. d'Akbar, nous précisons, mais Oui, c'est un oui. détail. Oui, c'est un détail, mais je crois que c'était à peu près ça, et il faut savoir que ça équivaut à beaucoup d'années. Je parle en langage scientifique, encore une fois. Hein, Je crois qu'une lune d'Akbar, c'est 12,7 années voilà, donc feu imaginez-vous, terrestre. c'était au moins il y a 300 ans, quoi. C'était, Ah bah, bien sûr, waouh. bien sûr. Fou, c'était il y a Mais longtemps. on en voit encore les répercussions aujourd'hui, notamment bien sûr dans nos billets de banque, qui représentent le soleil sur un temple de Hara. Oui, Hara avec oui, le oui. H, Oui, oui. bien sûr. Qui a été une sous-secte en fait de Mandara qui s'est séparée. C'est bien ça, hein, c'est que Ah, il y a c'est- eu scission, il y a eu scission. oui, il y a eu oui. scission et les Hara et les Mandara. Les Hara étaient bien plus pacifistes, mais du coup,
bien moins controversés, ce qui fait ils attiraient bien moins des adeptes. Pacifistes en apparence, mais Oui. ils restaient quand même très agressifs dans leur politique, Oui, notamment la exactement, politique oui. étrangère. En même temps, on ne survivait pas si on n'avait pas ce genre d'attitude Bien sûr, bien à sûr. cette époque-là galactique. C'était un petit peu compliqué, quoi. Les conditions de vie, de toute manière, sur la 8e lune, s'étant énormément dégradées, ils ont dû, la majeure partie de la population, paraît-il qu'il en resterait encore là-bas, mais cela relève plutôt du fantasme d'ethnologues, Certains y croient. ont dû s'adapter et vivent désormais sur d'immenses vaisseaux, dont le dernier est parti... Oui, le dernier est parti pour Andromède, si je me trompe Ah pas. oui, oui, oui. Oui, pas si loin, pas si loin. Pas si loin, et puis en plus, ils vont revenir dans pas longtemps, du coup, hein, puisque les deux galaxies vont entrer en collision d'ici 1 milliard d'années. C'est Donc ça. c'est imminent, c'est tout de suite, quoi. Donc, Je ne me souviens plus bien, est-ce que ce sont eux qui maîtrisent avec perfection l'art de la cryogénisation ou... non, vous Ah oui. confondez, non, tu confonds. Ça, ce sont les outils. Ah, les outils. Les outils qui maîtrisent cet art, et du coup, enfin cette science, et du coup, on n'a toujours pas vu. C'est-à-dire que Sûr. ça peut être, ça peut avoir commencé il y a 800 ans comme il y a 53 milliards d'années, et on ne C'est sait ça. toujours pas. C'est le plus fou. Est-ce qu'ils nous ont précédés de dizaines de millions d'années? Exactement. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont arrivés après nous et ont développé une telle science qui leur permette d'être là constamment? C'est ça, est-ce qu'ils nous voient actuellement et qu'ils nous observent sans jamais entrer en contact avec nous? C'est un petit peu déprimant, mais c'est ce qui pourrait très bien arriver. Et certains racontent même qu'il y aurait des sarcophages qui auraient pénétré l'atmosphère et qui se seraient écrasés dans l'océan Pacifique, résistant tout de même au choc, donc ce qui fait que ça pourrait à tout moment... De l'ancienne Terre. Bien sûr, de oui, Terra bien 1. sûr, Terra 1, Oui. oui. Mais ça a été une des rares choses à être conservée, puisque les outils, vous savez, c'est la civilisation la plus avancée technologiquement. C'est celle qu'on estime la plus avancée Voilà. technologiquement depuis En fait, c'est nos un propres paradoxe. analyses. C'est un paradoxe, puisque une civilisation plus avancée que ça aurait les technologies pour être totalement indétectables. Bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme le chat de Schrödinger. Il y en a peut-être sans en avoir. Donc voilà, C'est c'est ça. un petit Nous peu... ne pouvons pas entrer en communication avec elle. Les Exactement. outils semblent alors faire partie d'une archéologie futuriste, si je puis me permettre. On peut dire ça. On peut même dire étudier qu'ils sont... notre futur, notre développement économique futur, grâce à ces vestiges du passé, ces phénomènes. C'est quand même assez impressionnant, sachant que voilà, tout ça s'est déroulé, encore une fois, hein, je le précise, hein, il y a 83 à 84 lunes astrales. Ah, il y a bien des lunes. Il y a bien des lunes. Donc maintenant que nous avons fait un petit peu, nous avons installé le décor, nous avons posé les bases. Bien sûr, nous avons rappelé les bases pour nos auditeurs. Voilà, on pourrait se préférés. pencher sur un sujet en particulier. Alors, que dites-vous, puisque nous avons la libre antenne, de parler de la difficile succession de la 8e dynastie de Kilin, enfin la 8e génération de la dynastie de Kilin, qu'on appelle dynastie de Kilin, alors qu'ils avaient bien sûr un nom de famille. Et ce nom de famille, je vais le retrouver, c'était les Jaidin. Exactement, les Jayedin qui étaient, je crois, plus dans l'Est galactique, si je Bien ne me sûr, trompe dans l'Est pas. galactique, Oui. leur planète était quasiment désertique, avec un climat qu'on pourrait comparer à celui de... Comment dire? Nos auditeurs sont sur toutes les planètes, mais si vous êtes déjà allé visiter Terra 3, Oui. Cela pourrait se rapprocher Et la de Corrèze. l'Iran, de ces genres Voilà, de pays 2, quoi. c'est ça. Eh bien, voilà, c'est pour donner une comparaison tout à fait réaliste, hein, vous l'avez très très bien fait, mais C'est pour donner un ordre d'idée, faire un tour d'horizon faire un rapide. tour d'horizon, faire une mise en situation. Ah. Vous avez dit un mot en langage intergalactique. Bien sûr, bien sûr. C'est très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est complètement anachronique puisque ce langage n'est apparu sur Kilin que longtemps après la chute de la dynastie. Mais voilà, donc nous pouvons peut-être revenir sur la grande trahison de Mu Jaidin, Mhm. qui était un Qui était un peu qui était un peu l'inventeur de la trahison, Ah bah. si on peut le dire comme ça. C'est Je suppose qu'il y a eu des trahisons avant, bien sûr, mais c'en Oui. est un illustre exemple. c'est ça. Mujahideen était la trahison, ce que le mash patate était la purée de patates. Pour faire une comparaison plus triviale, effectivement. Donc Mujahideen, qui était à l'époque un marchand très respecté, qui avait son emprise sur plus des 2 tiers de la planète, lui, c'était simple. Son commerce était essentiellement basé, pour une planète désertique, sur la vente de petits arbres, d'arbrisseaux. Alors que, visiblement, les petits arbres survivaient très très peu sur sa planète. C'était à la base de son business plan, on pourrait dire. Et en fait, il vantait énormément ça, dans un climat proche de celui de ce qu'on pourrait qualifier de Colorado. Ce mot est rentré dans
dans le dialecte, langage courant, oui. mais à la base, il vient d'une région de Terra 1 qui était quasiment invivable pour l'espèce humaine sous-développée qui y vivait. Donc, Mujahideen, qui avait basé son commerce principalement sur la vente de petits arbres, Et qui, étonnamment, avait beaucoup d'attrait pour la planète Mercure, qui est tout à fait proche de Terra 1, bien uniquement, sûr, bien sûr. qui était très intéressante à étudier selon lui. Ah, bien Alors sûr. que nous, humains, nous Ce n'est n'avons... pas que l'étudier, c'était déjà, on pourrait y voir des prémices d'une ambition de conquête galactique, bien sûr. Voilà. Mais Bien entendu, Ne brûlons pas c'était les trop étapes. compliqué. Voilà, donc le commerce des arbrisseaux, très prisé, qui était vraiment... C'était quasiment les seuls arbrisseaux de l'univers dont on pouvait de se toute façon, procurer. c'était le seul moyen de subsistance sur cette lune qui était vraiment complexe. Donc, il arrive avec ses arbrisseaux, notamment des cacaotiers, beaucoup d'arbres différents, qui lui permettaient d'échanger contre des batteries Pour faire fonctionner les engins désertiques qui permettaient oui. à son peuple d'évoluer parmi les Oui, zones parce très qu'on très a dangereuses. oublié de le préciser, mais c'était avant tout une guerre d'ethnie, on pourrait le dire, bien sûr, avec C'est ça, différents leaders. tout à fait. Bon, bien sûr, vous allez me dire, planète désertique, désert, mirage. Ça n'a rien à voir avec notre discussion, et en plus, c'est complètement inutile, puisque que ferait-il de mirage, sachant qu'ils étaient pertinemment omniscients à certains moments uniquement de leur existence, Oui. mais Sur- voire même à certains instants de la vie des peuplades. c'était en fonction des rites initiatiques, bien sûr, certains moments Voilà. de passage à l'âge adulte, par exemple, C'est ça. leur procuraient une sensation d'omniscience. Je dis bien sensation, puisque des études récentes ont prouvé que tout ce qu'ils voyaient n'était pas vrai. Alors, certains me diront réalité parallèle, d'autres me diront, bien sûr, la théorie des mâts, qui a succédé à la théorie des cordes, Tout à fait. voilà, qui en gros, qui relie tout l'univers comme un espèce de mât de bateau avec différents voilages. Mhm. Il est impossible, évidemment, de calculer précisément l'emplacement de chaque point de la voile. Exactement, mais comme si Ce qui l'univers... crée la génération du hasard. Comme si l'univers était un immense bâtiment qui voguerait comme ça sur le cosmos et sur l'espace et le temps. Bon, C'est ça. C'est une théorie. C'est une théorie qui Assez a fait son public. Voilà, c'est ça. Voilà, Nous nous étendrons pas dessus. Il y a eu beaucoup de travail de débunkage. Voilà, et donc dessus. du coup, cette nature particulière de la race de Mujahideen, Ah, ce n'est pas une race. C'était des guerres d'ethnie, mais lui était le principal leader, bien sûr. Mhm. Donc, ah oui, il avait beaucoup lancé disons, son embrigadement des jeunes recrues sur les reliques des ancêtres, notamment le squelette de Mujahid, qui était ni plus ni moins que son grand-père, un homme qui après analyse n'avait aucun attrait particulier. Ah, vraiment, il était planteur d'arbres. oui, c'est ça, c'est vraiment, si on voulait faire une étude sur cet homme, on ne pourrait rien dire du tout. Vraiment, c'était Une vie plutôt creuse. C'était même un peu troublant, puisqu'en fait, il a suscité la curiosité de beaucoup de philosophes, puisque si on cherchait à s'intéresser à cet homme, on était automatiquement rejeté. On avait Oui. une sensation d'être rejeté, c'est-à-dire que c'était tellement inintéressant que philosophiquement et mentalement, c'était impossible de s'intéresser à cet homme. C'était une sorte de néant de la réflexion. C'est ça. Quoi. Donc il a failli y Des avoir choses des qui n'existent religions plus, hein. qui ont failli naître Bien suite à la découverte de cet homme Le au courant public nihiliste intergalactique. s'y est beaucoup intéressé, Oui. mais rapidement, ils se sont rendus compte que c'était très ennuyeux. Donc, revenons à Mujahideen, qui, par sa propagande autour des reliques anciennes, par ses prières quotidiennes, il incita la population de son ethnie, qui représentait, je le rappelle, 2/3 de la planète, C'est à ça. se rebeller contre le pouvoir en place, le pouvoir de la dynastie de Kilin, la dynastie de Kilin, qui ne donne pas son nom à la planète, c'est l'inverse, c'est la planète, enfin, en l'occurrence la Lune, Oui. qui donne son nom à la dynastie. Je vous laisse continuer là-dessus. En effet, c'était dans l'idéologie généralement des peuples intergalactiques de s'inspirer de leur environnement et non pas d'imposer leur idéologie à cet environnement-là. C'est-à-dire que on avait plusieurs cas, comme les Kilin par exemple, la planète s'appelle Kilin, Oui. si j'ai bien compris. Donc le commerce mondialisé, Afin de mondialiser son commerce. Non mais voilà, il faut dire les choses. Galactiser, oui, mondialiser. Nous, pauvres humanoïdes, voilà. Eh bien, vu que nous, désormais, nous habitons dans les reliques de l'ordre du Mondaha, nous appelons désormais nos galaxies un monde, alors que dans l'ancien langage, un monde signifiait une planète. Voilà, la Voilà, confusion ou un est groupement courante. d'individus de la même espèce. Oui, voilà, c'est ça. C'était des mots qui, dans un langage assez archaïque, avaient finalement beaucoup de sens. Ce n'était pas comme notre langue qui est finalement énormément évoluée, sauf
le mot finalement qu'on est obligé de mettre finalement à toutes les finalement, fin de finalement phrases. Finalement. Au final, qu'est-ce que tout cela nous apprend ? Qu'est-ce que tout cela nous apprend ? Alors, nous allons rapidement passer sur la prise de pouvoir de Mujahideen. Exactement. Qui signifie dans son légendaire ancien également, langage, puisque on le rappelle, c'est un peu l'inventeur de la trahison, comme on l'a dit. Bien sûr. Mais dans son ancien langage, Mujahideen, un prénom hérité, pas mérité, précise serviteur du peuple. Serviteur du peuple comme Zelensky. Mais du coup, oui, on le disait, bon, on tergiverse, etc. C'est ma dernière parenthèse, mais beaucoup de ces dirigeants atteignaient le pouvoir avant leur puberté, ce qui est très intéressant. J'ai tapé mon micro, pardon. Bien sûr. Une puberté tardive qui a empêché beaucoup de dirigeants de régner finalement, puisqu'une puberté qui arrive à 32 ans terrestre, de Terra 1. De Terra 1, bien sûr. Voilà. Sur le plan, sur le plan de la prise de pouvoir, voilà. Une majorité qui arrive entre 37 et 42 ans, c'est un peu tard, quoi. C'est un petit peu tard pour régner. Les hormones ne sont plus là, la fougue n'y est plus, bientôt la ménopause, un phénomène que l'on a complètement oublié depuis. C'est vrai, mais on rappelle la performance très très honorable que l'astropape Piscis avait effectuée, hein, qui a pris le pouvoir à 77 ans et qui a vraiment remis d'aplomb. Bon, ensuite avec tous les événements juste avant, quand même, Piscis, je trouve que c'est important de remettre dans son contexte, Piscis 2, de remettre dans son contexte, car on grandit souvent le personnage, mais on oublie, on le grandit parce qu'on a sa tête sur nos billets à côté du temple du Mandara, mais finalement, s'il est à côté du temple du Mandara dans la continuité, c'est parce qu'il a perdu. Il a perdu. C'est ça. Comme les écologistes, bien sûr, c'est grosse merde. On rappelle les écologistes qui sont très très mauvais aujourd'hui, puisque énormément d'insecticides a été utilisé par ces écologistes pour mettre fin à l'impression en sérigraphie. Donc, ce qu'on disait, ce qu'on promulguait, c'est que à travers tous les développements, toutes les villes galactiques, tous les empires qui se sont développés, on retrouve un motif commun. Essayer de perfectionner sa technologie, sa peuplade, son environnement, en essayant de faire des échanges d'une marchandise plutôt rare. Exercer la politique de l'économie jaune. Qu'est-ce que c'est l'économie jaune ? On en a toujours pas parlé, mais c'est avoir un système qui, en fait, profite majoritairement à soi-même, donc à son économie, son environnement, tout en essayant de faire virer de bord ses adversaires. Donc c'est très très offensif, c'est très rentre-dedans, et c'est une économie donc, que beaucoup de civilisations ont adoptée, mais la peuplade de Mujahideen n'a pas essayé d'exercer cette économie-là. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que, évidemment, en vendant un seul type de marchandise, donc qui est l'arbrisseau, qui était la ressource la plus peuplée, la plus convoitisée. La plus échangée, tout simplement. La plus échangée, puisque vraiment, il en sortait une quantité, mais industrielle, hein, et même industriel est un mot faible, sachant que c'est un mot de terrien 1. Oui, l'industrie au sens premier est finalement dérisoire comparé à nos productions actuelles de ressources. Mais donc voilà, ce développement-là, qui mène ensuite à un avancement tout à fait classique, tout à fait honorable, écologique. Il faut savoir que... Attention à ne pas reprendre le discours du chantre du développement durable. Oui, écoutez, bon... Un développement durable. C'est impossible, ce n'est pas faisable, voilà. Mais voilà, et puis ensuite, éventuellement, quelques petites conquêtes de planètes. Bon, après, Mujahideen est resté sur sa planète... sur la 6ème lune. La lune Kilin. Oui, bien sûr, la lune de Kilin. Lune de Kilin, on peut respecter la décision de Mujahideen de garder le nom de Kilin et de ne pas lui donner son nom, bien sûr, dans la tradition kilinaine. Comme ce que j'avais dit, oui, donc les peuples qui essaient de s'inspirer de leur environnement et de ne pas imposer pour ne pas effacer un passé, puisque effectivement, ça peut paraître absurde, mais cette planète a été totalement déserte jusqu'à l'apparition du peuple Kilin dessus, donc Kilin comme le nom de la planète. Bien sûr. Et en fait, ils ont découvert le nom de cette planète tout simplement en atterrissant. Donc en arrivant, je n'ai pas les détails, en personne a les détails c'est bien mystérieux. Ce sont des temps reculés, nous avons beaucoup de théories. Mais voilà, il semblerait, aux premiers arrivants, avoir vu écrit Kilin sur les falaises, sur les rochers, dans les recouvrements des pierres, dans les ombres des deux soleils qui orbitent autour de cette planète. Bien sûr, ce sont les soleils qui tournent autour. Un alphabet archaïque permet tout à fait l'interprétation par les humains dans un déroulement logique de mots, par exemple. L'alphabet qu'on rappellera l'alphabet tertiaire, puisque c'est le troisième à être arrivé sur la troisième planète,
Sur la troisième planète, oui, oui. Donc, dans chaque bosselure de leur environnement, dans chaque jardin, dans chaque ombre sur le sol, ils voyaient le mot Kilin, qui leur a permis de nommer leur planète. Alors, aujourd'hui, beaucoup de Leur gens... peuple. Ah oui, leur peuple, pardon. Vous Mais savez vraiment leur la planète philosophie. aussi, leur planète Oui, bien aussi. sûr, bien D'ailleurs, entendu. nous disons planète, alors que c'est une lune, mais le lune n'est qu'un terme scientifique. Eux l'ignoraient complètement. Et c'est ça qui est quand même assez merveilleux, c'est que voilà, il n'avait pas toutes ces notions. Oh, c'est très il, poétique, c'est très il ne, poétique. s- il ne se polluait pas l'esprit avec toute cette philosophie et ce cogitage dont nous faisons les frais, nous. Mais donc voilà, si on voulait, à partir de tout ce qu'on a dit, prendre la température, si on avait par exemple un thermomètre cosmique qui nous permettrait de savoir un petit peu l'état de l'univers actuel et de toutes ces peuplades, de tout ce que ça a engendré. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement... je dis prendre la température, bien sûr, c'est une expression dans le français que je parle, mais si on devait se faire une idée, voilà, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a engendré, qu'est-ce qu'il va peut-être pouvoir se passer, sachant que nous sommes je le rappelle, la seule nationalité cosmique restante. Bien sûr. La seule nationalité cosmique connue restante, bien sûr, je ne m'avancerai pas à être prétentieux, mais je dirais quand même que nous sommes la seule capable d'en étudier les autres. Oui, en effet, puisque bien qu'on retrouve des schémas communs dans la plupart des civilisations, on constate en effet que nul n'a essayé d'étudier l'autre. Il n'y a pas eu d'influence notable, il n'y a pas eu d'imitation, sachant que toute civilisation fonctionne par l'imitation. Et du coup, Oui, notamment l'imitation de vitesse. oui, oui, oui. Bah, ce qui a fait du coup que, évidemment, on n'a pas eu De l'espace-temps une extension intergalactique. Non, non, Ah non, vous ne d'accord. l'avez pas. Une extension des civilisations dans leur espace, dans leur système colossal. Limitation de vitesse par les limitations technologiques également qui ont pu freiner dans leur expansion intergalactique. Voilà, les civilisations. Ce qui est un petit peu compliqué. On va s'accorder, mais nous avons fait le bon choix de rester uniquement sur Terra 3 maintenant, mais bon, qui était Terra 1 à l'époque, ce qui a fait que nous sommes un peu différents des autres. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans notre civilisation. Nous avons une forme d'unicité qui nous différencie des peuplades Bar, des peuplades Tar, des peuplades Nar, qui sont d'ailleurs des noms que nous leur avons donnés, ce qui appuie bien sûr Exactement. notre côté paternaliste, je Oui, dirais. oui, puisque, on le rappelle, nous-mêmes avons donné des noms à plusieurs civilisations, ne pouvant pas savoir réellement comment elles s'identifiaient, si elles avaient même le concept d'identité. Bien sûr. Et notamment une barrière de la langue énorme. Dans les conflits armés, beaucoup ont eu ce souci dans la gestion diplomatique des relations, ne serait-ce qu'entre les continents des planètes, Oui, enfin oui. des planètes, des différentes lunes, les lunes qu'on considère aujourd'hui comme les lunes aquatiques, celles qui ont tout simplement des océans. Et dans la gestion diplomatique de ces conflits, la barrière de la langue a rencontré, causé. voilà, a généré énormément de conflits, de surconflits. On pourrait même qualifier ça de surconflits. Exactement, et donc c'est ça un petit peu qui a créé tout ce bruit cosmique, comme j'aime l'appeler, cette activité sûr. débordante à travers le cosmos. Ah oui, et nous pouvons parler. Ah oui, et puis Nar, le peuple. Nar, le peuple. Le peuple Nar, oui. Bien sûr. Oui. On va faire une courte pause en effet, puisque je dois aller vérifier si Non, mais si, ça se passe si mon chaudron cosmique Mon chaudron galactique. est en train de bien effectuer son voyage à travers l'espace. L'histoire avant tout une histoire. Bienvenue, rebonjour à tous. On est en deuxième partie d'émission. On est dans la partie d'approfondissement, c'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin sur un des événements majeurs de cette période-là. Donc je rappelle, hein, on est en 580 avant la refondation. Et voilà, et quelques années lunaires après, il va se passer un événement extrêmement important qui a changé le cours de l'histoire, qui est l'apogée finalement d'un complot majeur. Donc on vous a déjà parlé des Mandaha en début d'émission, hein, ce peuple très répandu et très installé dans les civilisations intergalactiques Peuple qui d'Andorre. tire son nom de la secte des Mandara Exactement, oui. Qui du coup... est une ethnie à part entière, on peut le dire. On C'est peut le ça. dire. Et C'est on quelque chose va, qu'on peut dire. on va du coup vous préciser un petit peu... donc le grand gourou, si on peut l'appeler comme ça, de cette secte, qui est le Mandaha primaire, et qui du coup a eu accès au pouvoir. Un pouvoir quasi despotique, mais C'est ça. qui était pourtant une sorte de théocratie. Donc une théocratie, c'était un ensemble de théocrates, de guides spirituels qui régissaient les actions de la société civile. Voilà.
nous pouvons approfondir le sujet. Et pour préciser aussi, quand nous disons Mandara primaire, nous ne parlons pas du Mandara ancestral, mais bien du Mandara primaire, qui était Voilà. le titre honorifique Il faut savoir du faire le distinguo. du grand gourou, qui n'est pas un terme qu'ils utilisaient à l'époque, C'est ça ça. va de soi. Mais qui est le seul équivalent que nous avons pour vous le décrire aujourd'hui. Donc, cette secte, finalement, a, d'une certaine façon, fait un coup d'État en 437 avant la Grande Refondation, qui est bien plus compliqué que ça. C'est pas vraiment un coup d'État, mais il y a plusieurs étapes. Mais du coup, Nous pouvons revenir dans les détails. Cette émission est une émission d'approfondissement. Nous sommes en exactement. pleine nuit avec 37 auditeurs de moyenne. Nous pouvons Voilà. rentrer dans les détails. D'ailleurs, on va dire vos prénoms individuellement à chacun tout de suite. Bien Nous sûr. n'allons pas le faire. Et puis vous êtes de toute culture, ce qui ne nous arrange pas vraiment. Donc c'est simple. Nous sommes en 437 pour vous donner un petit peu le contexte géopolitique de la sixième lune. Alors, nous avons depuis quelques dizaines d'années quand même un despote éclairé bien Oui, sûr, qui tout à fait. s'inspire des nouveaux préceptes en vigueur, qui règne d'une main de maître sur la planète et sur le Sénat qui n'est qu'un simulacre de démocrature. Et donc qui, à l'époque, n'a pas vraiment d'incidence même sur l'ordre et la bienséance en fait de ce dont il est censé en découdre. Puisqu'en fait, on va y arriver, mais énormément de petits groupuscules, comme effectivement la secte des Mandara, vont essayer de contester cette autorité-là et de développer une espèce de vie parallèle, en gros de civilisation parallèle. Et bien sûr, effectivement, il y a du coup une cassure et donc des conflits. Et ça va mener bien à l'inévitable, hein, donc bien plus tard évidemment, mais la prise au pouvoir donc, de cette secte-là, pardon. Mais on va détailler un petit peu. Bien sûr. Alors mon collègue a fait un rapide tour d'horizon, mais nous pouvons rappeler que la secte des Mandara se développe d'abord principalement dans les régions reculées de la planète, notamment les montagnes qui sont relativement inaccessibles. C'est ça. Donc voilà, ça reste des sectes de paysans travailleurs. Ce sont des gens qui ont peu de temps, peu d'accès à l'instruction, et c'est dans ce milieu-là, dans ce milieu qu'on pourrait qualifier de pré-prolétaire, que se développe la pensée religieuse de Mandara, qui à l'époque n'avait pas le H que l'on lui connaît aujourd'hui. Exactement, puisque, bon, on l'a déjà dit, mais il a été rajouté pour se distancer de cette origine-là. Bien sûr. Donc ce peuple-là, ce peuple qui tire son nom déjà assez rapidement dans l'histoire de cette secte, de la Mandara, vénère une sorte c'est une sorte de polythéisme, mais qui s'incarne en un seul dieu. C'est une sorte de monothéisme qui a la particularité de pouvoir intégrer de nouveaux dieux, ce qui est une ritournelle très intéressante du point de vue diplomatique avec les autres tribus. Exactement, et donc en fonction des périodes, eh bien en fait, le dieu, l'unique dieu polythéiste, en référence à la secte, aura différentes exigences, différentes incidences sur son peuple, ce qui va faire qu'on va avoir un peuple très, très dissident, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs idéologies au fil de l'année, au fil de son existence. Il va y avoir des moments d'intenses conflits, des moments de paix absolue, où vraiment chaque individu va être en communion avec son environnement et avec son prochain. Cela suit notamment les poussées démographiques et ainsi que les conquêtes terrestres. Notamment, Oui, voilà. Ce qui suite à fait une conquête terrestre, une grosse poussée démographique s'installe et une période de paix s'incarne dans la religion même. Ce qui fait que voilà, en fait, c'est très très, pour nous historiens, c'est très très facile à analyser puisqu'on a vraiment des périodes définies. Un découpage séquencé, bien sûr. Exactement comme une espèce de storyboard. Et ce qui va du coup nous permettre d'en venir à la première période, qui est une période au début d'installation, de création. En effet, le premier dieu originel était un dieu vu comme un dieu primaire, un dieu de commencement. C'est un dieu créateur, bien sûr, un dieu qui, dans le mythe local, crée l'espace en pluridimensionnel qui entoure les croyants. Donc ça, c'est la première phase qui voit son installation religieuse. Ensuite, lui succède une phase beaucoup plus violente, une phase conquérante. La religion s'est installée au sein de ses fidèles et doit conquérir du nouveau territoire. Voilà, exactement. Le dieu étant passé à une personnalité bien plus belliqueuse, qui va inciter, qui va même forcer certaines tribus et certains peuples à prendre le contrôle sur d'autres peuples. C'est-à-dire que vraiment, on va avoir des conflits armés, idéologiques et physiques également, donc une guerre totale qui va avoir lieu. Et tout cela, simplement,
de par la volonté de ce Dieu unique, multi-personnalisé. Alors, d'un point de vue plus matérialiste que je représente, la volonté de ce Dieu s'incarne surtout dans la volonté des hommes ambitieux qui ont gagné des grades. Il faut rappeler que c'est une société religieuse très hiérarchisée. Il est rapidement possible de gagner des grades, de s'illustrer par des conquêtes militaires dans cette seconde phase, ce que l'on considère aujourd'hui comme une seconde phase, qui à l'époque n'était que dans la continuité. Et voilà, c'est facile de gagner du pouvoir, de s'imposer et de finalement orienter les émanations du Dieu. C'est ça. Donc beaucoup de charlatans en effet. Bien sûr. Beaucoup de fidèles aussi, donc ce qui fait un chaos soudain à plusieurs époques. Un chaos parfaitement organisé, d'une Exactement. main de maître par, Oui. par les quelques grands prêtres. Il n'y a Grands pas prêtres, nous un pourrions dire quelconque aujourd'hui. moment où de la désorganisation a eu lieu. C'est-à-dire que on aura beaucoup de conflits très localisés, de tribus entre elles, et on aura aussi également des tribus énormément influentes et qui seront très 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 développées, ce qui va causer la création d'un second univers en réalité, mais à une échelle bien plus réduite, à l'échelle sûr. d'une planète, voire deux, voire trois. On n'est pas À encore l'époque, très certain. à l'époque, on parlait dans les sphères traditionnelles de contre-culture. Exactement, oui, ou voilà. de sous-culture. Mais De voilà, sous-culture, bien sûr, oui. avec toujours une pointe de dédain. Mais cette seconde phase se voit illustrée par quelque chose qui est très novateur à l'époque, c'est-à-dire que la décentralisation des conflits crée une sorte d'unité. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais réellement de conflit qui pourrait entraîner une scission dans la foi. C'est ça, mais vous savez qu'à chaque fois qu'on a affaire à une extrême, évidemment que l'autre extrême va faire son apparition. Voilà, Ce mais qui cela cause- n'arrivera que plus tard, ce qui est quand même remarquable pour l'époque. C'est vrai que c'est assez intéressant et c'est pourquoi nous avons choisi dans ce premier épisode de traiter de cette affaire-là. Ce qui fait que du coup, à travers toutes ces pérégrinations, nous avons un nom, une idéologie qui va ressortir, qui est donc Mondaha. Donc Mondaha, sans le H à la fin, bien sûr, et qui, j'allais dire, bizarrement, bon, on ne sait pas vraiment, enfin, on connaît la nature de tous ces êtres, mais qui est celle qui est parmi les plus violentes, si ce n'est la plus violente, puisque elle effectuait des sacrifices humains à très grande échelle, ce qui fait qu'on pouvait assister à des sacrifices de plusieurs milliers d'humains à la fois. Bien sûr. Qui est, d'un point de vue purement militaire et dans la gestion des conflits, quelque chose de très sain finalement. Cela permet de purger la foi de beaucoup d'éléments dissidents en une seule fois. En une seule fois, FOIS. En effet, c'est ce qu'avançait effectivement cette idéologie-là, et c'est la seule à l'avoir pratiquée, ce qui fait qu'on ne peut que valider l'efficacité de cette méthode. Pour être efficace, c'est sûr, c'est efficace. Après, Effectivement. ça reste énormément barbare. Voilà. On rappelle que cette seconde phase voit l'émergence du nom dans l'Empire galactique et dans la Confédération du commerce de l'époque, des coupeurs de tête. Les coupeurs de tête, bien sûr, en référence à leur tristement célèbre, bien sûr, manie, on pourrait dire, qui est en lien avec les sacrifices, avec beaucoup de créations théologiques. Je laisse mon collègue vous la détailler, car moi, cela me heurte. En effet, oui, donc j'ai un petit peu étudié la question, et donc oui, les coupeurs de tête qui du coup, en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, donc les sacrifices de masse sur la place publique, donc il y avait des immenses arènes en effet. Bien sûr, là est l'intérêt. Exactement. Et donc on avait un système, donc pour vous expliquer un peu les aspects techniques, c'est très morbide, mais nous devons y passer. Il s'agit en fait d'un système de guillotine, comme on pourrait l'apparenter nous, mais une guillotine horizontale, ce qui fait que vous imaginez un colisée, on y met en son centre tous les sacrifiés. Il faut savoir qu'en effet les Mondaha étaient extrêmement rigoureux sur ce pourquoi les criminels étaient condamnés. Donc tous ceux qui étaient sacrifiés avaient réellement commis des méfaits. Bien Il sûr. n'y avait aucun innocent. Alors, aucun innocent à relativiser à l'époque, puisque par exemple, le fait d'être légèrement dissident vis-à-vis de la foi principale était susceptible de vous envoyer droit au sacrifice. C'est ça. Donc, à l'échelle du règlement des Mondaha, tous les criminels, entre guillemets, seraient envoyés dans cette arène. Donc, une immense arène, et malheureusement, il y avait donc deux axes parallèles qui étaient à hauteur d'homme à peu près, donc à hauteur, vous l'aurez compris, du cou, et une immense lame qui était souvent aussi remplacée par un laser très très puissant. Ça c'est dans la troisième phase qu'on arrive vers l'institutionnalisation de la mise à mort. Mais à l'époque, nous avons donc une lame en pyrètre qui était très très acérée et très très solide, et que, à l'époque, on rechargeait telle une arbalète, on plaçait un élément propulseur donc qui allait la pousser. Vous l'aurez compris,
impossible pour les condamnés de sortir de cette arène, qui étaient prisonniers littéralement. On lançait cette lame et c'était le festival, hein, toutes les têtes volaient et bon, je vais être assez explicite, hein, mais on assistait littéralement à une arène telle une piscine de sang et Bien de sûr, oui, viscères oui. à la fin, c'était vraiment épouvantable. Cela nous paraît atroce de notre point de vue actuel civilisé, mais il faut comprendre qu'à l'époque, cette institutionnalisation n'est pas seulement le fait d'actes barbares. Cela a un réel intérêt diplomatique, bien sûr, pour inciter la population à la fois par un spectacle certes sanglant, mais impressionnant, quoi, qui rentre dans les mémoires des plus jeunes, et ainsi se débarrasser aussi de ses ennemis, de tous les dissidents politiques qui auraient pu continuer l'œuvre du dieu qui n'était plus écoutée, il faut le dire, depuis bien longtemps. Voilà. Exactement, donc une méthode pour, à leur manière, un peu comme avec nous, hein, avec les missiles solaires et avec les bombes à neutrons, hein, d'assertir sa dominance et d'exprimer sa volonté Ah, mais une d'avoir force. un peuple irréprochable. Finalement, c'est cela qui crée une unité nationale. C'est là C'est ça. on peut rentrer. Ces événements, ces premières institutionnalisations marquent le début de l'institution, de la religion comme quelque chose d'enseigné non plus par bouche à oreille, mais via des éléments tangibles dans la société, des lieux de culte qui servent aussi de lieux d'apprentissage pour les jeunes générations, des jeux de stade, des joutes, de ce genre de choses. Une valeur toujours très méritocratique, mais les stades que le simple mortel pouvait dépasser n'étaient jamais celles, bien sûr, des dirigeants théocratiques qui s'étaient réservé la part du roi et se la partageaient de famille. Voilà. Voilà, et donc ainsi s'achevait un peu cette seconde phase Oui. qui du coup fut tristement célèbre, hein. C'est la phase la plus connue des Bien sûr. Mandara L'image que qu'on en je a trouve- aujourd'hui, c'est celle-ci, bien sûr. C'est ça, et que je trouve on n'apprend pas assez à nos jeunes, mais qui est très très importante. Et s'en suivit une troisième phase très très intéressante, puisque ce fut la découverte de plusieurs substances et de plusieurs éléments matériels qui permettaient au peuple Mandara de faire plusieurs voyages cosmiques. Enfin, voyages cosmiques, on ne sait pas encore, puisque la plupart étaient des témoignages d'individus. Donc c'était la plupart des voyages mentaux. Donc, Oui. Et beaucoup de flagornerie aussi, pour Exactement, pouvoir plaire aux parce que- élites, bien sûr. voilà, et donc beaucoup d'histoires, de fables, d'enseignements, pour la plupart fictifs, mais certains laissent quand même, Bien sûr. nous laissent quand même circonspects. C'est-à-dire qu'on a plusieurs témoignages qui rapportent de planètes lointaines et d'événements qui se sont produits dans la réalité. Tout ça grâce à plusieurs substances, notamment les fameux arbrisseaux Ah, bah, les arbrisseaux, produits ouais. par les Qilin. Produits par les Qilin qui, à cette époque-là, sont encore C'est ça. l'ethnie dominante de la planète, enfin, de Exactement. la Lune. Et dont les Mandaras sont les plus gros clients. Bien sûr, bien on peut sûr. le dire effectivement. Finalement, l'économie Qilin, on pourrait le remettre en perspective, dépend énormément des Mandara, qu'ils prétendent pourtant défier lors de combats institutionnels dans les joutes Mandara, dans une guerre beaucoup plus insidieuse, dans une guerre de possession territoriale, dans une guerre Oui, c'est ça. Voilà, de démonstration souvent. Oui, exactement. Les Qilin n'ont jamais vraiment voulu entrer dans le jeu sanguinaire des Mandara durant Bien leur sûr. seconde phase. Mais durant cette troisième phase, c'est là que vraiment le commerce commença à... Qui entama le lent déclin des Qilin. Exactement, voilà, c'est ça, oui. par oui. les événements que nous Donc on l'a connaissons. expliqué en première partie d'émission. Et donc voilà la découverte de ces éléments et de ces substances. Bien sûr, on rappelle quand même toujours que la planète est à 96% désertique, que la Exactement. vie y est rude, ce qui permet naturellement l'émergence, bien sûr, de religions d'une violence accrue, mais aussi d'une certaine gestion assez épurée du commerce, de quelque chose comme une relation humaine assez simple, mais pourtant qui régit la vie des hommes. Et les relations finalement entre Qilin et adeptes de Mandara sont à remettre dans leur contexte, et finalement, ce mode de vie là n'était pas aussi violent qu'on a pu le décrire dans les études ancestrales, enfin comment dire. Oui, et non, mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que planète évidemment 87% désertique, mais que la plupart des Mandara appelaient quand même leur maison. Bien sûr. C'est Oui. c'est à remettre dans le Dans son leur langage, contexte. c'est la maison. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, cette planète qui, pour les Mandara, avait le nom Monde, apportait quand même beaucoup aux Mandara. Même si, effectivement, elle rendait leur vie assez rude, mais du coup,
par extension, elle les forgeait, elle les faisait se développer plus en profondeur, et elle leur donnait leur caractère si singulier. Bien sûr, on aurait pu imaginer une vie simple et grégaire, mais la rudesse du climat ainsi que de l'existence sur cette planète que nous appellerons plus communément Kilin, bien sûr, en référence à l'ethnie qui a été la plus influente durant des siècles, a forgé vraiment dans l'esprit commun, dans l'inconscient collectif des adeptes de Mondaha, une notion de planète-providence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément besoin, comme les Kilin, de terraformer, de transformer en profondeur pour s'y sentir chez eux. C'était inconsciemment leur maison, que les murs s'effritent ou que les murs soient flambant neufs, elle était comme ceci. Exactement, donc non seulement les Mondaha se sont adaptés à leur planète, mais la planète s'est aussi adaptée à eux. C'est-à-dire qu'on a eu un changement des deux côtés. Bien sûr, mais surtout dû aux Kilin, les Mondaha n'avaient pas l'esprit de terraformation. Pour prendre un exemple trivial, quand ils ont commencé les débuts des prémices d'une forme d'agriculture, ils cultivaient par bokeh, ils ne cultivaient pas par grands champs en sélectionnant une variété pour la faire remplir l'espace. Ils cultivaient par bokeh en considérant l'espace comme une multitude en réseau de petits espaces à des échelles infimes, voire des échelles mouvantes, de petits espaces en réseau qu'ils pouvaient cultiver sans avoir la vision kilinéenne du grand champ, de la grande mine, de pouvoir puiser dans les ressources d'une manière que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de complètement déraisonnée. Voilà. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est complètement trivial de penser à ce genre de développement. Mais voilà, ce qui est beau de se dire, c'est que la planète des Mondaha, donc la planète Monde, s'est développée à elle-même une sorte de personnalité. On connaissait la théorie Gaïa sur Terra 1. Bien sûr. C'est un petit peu la même chose. Il y avait, dans certaines peuplades des Mondaha, cette espèce d'adoration et de considération de sa planète comme un être vivant à part entière. Ce qui servait dans les premières phases de la secte Mondaha, qui servait finalement le discours religieux. Mais nous allons voir plus tard que dans la troisième phase, ainsi que dans la quatrième phase, celle de conquête extralunaire, qui ne servait plus du tout. Donc c'était finalement dur de se dépêtrer de toute cette antérieure construction. Donc effectivement, on a une première phase de développement, une seconde phase de grave scission et de division interne à chaque peuplade, et une troisième phase d'introspection, une troisième phase de développement personnel, une troisième phase d'exploration mentale, la quatrième phase qui est donc... C'est à ce moment-là que la secte des Mondaha pourrait être la plus intéressante d'un point de vue moderne. Exactement, c'est à ce moment-là que les Mondaha posaient vraiment problème à l'empire qui régnait à ce temps-là. Mais les Kilin étaient en légère décroissance démographique, en raison de leur exploitation complètement déraisonnée des ressources de leur planète, et de leur récente poussée, justement, démographique, qui leur a... Enfin, ça, ce sont des arguments purement matériels, alors que nous pourrons aussi trouver des responsables du côté politique de la chose. C'est là qu'ils vont comprendre leur vrai but et le futur de la secte dans son ensemble, ce qui va en fait provoquer l'entrée dans la quatrième phase, donc des 7 phases de la secte Mondaha. Bien sûr, la 7e marquant la fin de la secte Mondaha pour entrer dans l'ordre de Mondaha dans lequel nous vivons actuellement. Exactement. Et donc là, cette quatrième phase va être... elle ne va pas être la plus meurtrière, puisque on se souvient comme la phase 2 était importante avec les coupeurs de tête, mais cette quatrième phase va provoquer un retournement globalisé quasiment dans toute la galaxie, ce qui fait qu'en fait la conquête extraplanétaire des Mondaha va s'opérer, et c'est là qu'elles vont arriver à prendre le pouvoir. Donc on se rappelle bien évidemment les Kilin voisins des habitants de cette secte, et qui sont aussi les gouverneurs à l'époque de ce district. À l'époque, les districts ne sont pas ceux que l'on connaît aujourd'hui, donc nous pourrons peut-être parler de l'une pour remettre dans une unité de grandeur cohérente avec l'époque. Voilà. Exactement, et donc c'est en fait cette avancée-là qui va provoquer un renversement. Donc les Mondaha vont tout d'abord essayer de mener plusieurs coups d'État, plusieurs putschs en petits groupes, et donc ça va provoquer donc voilà toutes ces petites séries de révolutions, et il va y avoir un mouvement global, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir observer des rébellions à maintes reprises de la secte qui, comme toute bonne secte, cherche à se développer. Alors, toutes ces rébellions, ces putschs à répétition viennent aussi, majoritairement je dirais plutôt, d'une instabilité politique suite à la passation de pouvoir patrilinéaire entre le père dont le nom était, il me semble... Le roi des Kilin, l'empereur, Non, pas du tout. Au sein même de la secte Mondaha. Oui.
Non, c'était Adrian Santana, si je ne me trompe pas, qu'on appelait Adrian Ier, Bien sûr. qui voilà, était le leader qui a provoqué tous ces genres de rébellions. Alors, l'instabilité politique qui s'en suivit vient, comme on l'a pas très bien expliqué, Effectivement, nous sommes de des piètres explicables. Adrian Santana, qui veut passer sur son lit de mort le pouvoir à son jeune fils qui n'avait pas les épaules, bien sûr. Alors, on a quand même, on parle d'un leader, mais effectivement, ils étaient plusieurs, officieusement, bien sûr. Adrian Santana régnait d'une main de maître sur tout l'ordre de la secte, bien C'est sûr, ça. qui gérait la vie des gens au quotidien. Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, du coup, c'est que par la prise de pouvoir de cette secte, à travers de plusieurs... Ça n'était pas fulgurant, ça n'était pas un développement instantané, il a fallu presque une lune entière. La secte gagnait en puissance, puis quand ils ont eu les possessions technologiques quasiment toutes volées, bien sûr, voilà, une rébellion s'organise comme elle peut, prendre le pouvoir des Qilin. Et là va s'ouvrir à eux une pléthore de possibilités, c'est-à-dire vont-ils continuer dans leur lancée, puisqu'ils sont plutôt bien partis, ou vont-ils essayer de s'approprier leur nouvel environnement fraîchement conquéri, qui bien sûr est dans un piteux état. Fraîchement conquis, Il y a ce choix à faire qui va être ici, et qui va leur être proposé. On va voir ensuite qu'ils ont fait le bon choix selon moi. D'accord, c'est une prise de position audacieuse, mais nous sommes sur une radio libre, parce qu'ils étaient quand même nazis. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. Ah bon, Non, Ah d'accord, je constate tout simplement. très bien, mais aucun souci. Ouais. Nous sommes dans l'heure des pros, sur CNews Galactique. Et nous allons tout de suite parler du maréchal Proutin. Je ne connais pas non plus, je ne sais pas trop. Ce que je disais, c'est ils ont donc un nouvel environnement fraîchement conquis. Ils ont beaucoup d'inconnus aussi qui se présentent à eux, et ils ont le choix d'essayer de s'approprier cet environnement-là en premier lieu, ou alors de continuer à pousser et de s'occuper plus tard de toutes ces nouvelles possessions qui se présentent à eux. Mais voilà, ils vont faire un choix, ils vont décider d'intégrer toutes ces nouvelles possessions à leur civilisation qui maintenant est du coup sous leur règne finalement, qui est sous le règne littéralement d'une secte qui démocratisera ses idées, mais plus tard on verra un petit peu comment ils Oui, ont bien sûr, essayé parce que pour l'instant, on le rappelle, si je ne m'abuse, c'est toujours le peuple Qilin qui règne sur la planète. Officiellement. Auprès du consortium, en tout cas. Eh bien oui, ça va mettre du temps à se répandre et à Infuser les sphères politiques. infuser bien les sûr. idées, infuser les sphères politiques et à se mettre en place. Mais voilà. Dans les hautes instances des Qilin, il n'y a maintenant plus de Qilin, il y a les Mandaha. Très bien. Que peuvent-ils donc... Ils entrent dans donc la quatrième phase est lancée. Bien sûr. La quatrième phase, après tout ce qu'ils ont appris dans cette troisième phase d'introspection, de voyage psychédélique et de prise de drogue en quantité astronomique, de drogue cosmique bien évidemment, Bien qui sont très peu nocives pour la santé. La phase numéro 4, c'est une phase un petit peu classique finalement, un peu classique. Après, les Mandaha ne cessent jamais de nous surprendre. Bien sûr. Mais c'est dans cette phase-là qu'ils vont s'étendre et qu'ils vont... En fait, à la fin de la phase 3, ce que nous appelons aujourd'hui la phase 3, bien sûr, qui est une phase d'introspection liée à une sorte de chaos et d'instabilité politique suite à la passation de pouvoir. Forcés. Oui, forcé, bien sûr. Au début, il y a eu des espoirs, et ça marque aussi un tournant important, c'est l'apparition de courants dissidents, notamment les courants réformateurs, ainsi que les courants réactionnaires, bien sûr, qui veulent le retour aux montagnes et à une vie plus paisible. Enfin, une sorte de vie plus paisible pour les Mandaha entre eux, bien sûr, sauf pour les ethnies avoisinantes. Exactement, qui n'ont pas leur reste à manquer. Donc, les Mandaha sont littéralement propriétaires des terres de leurs principaux clients, puisqu'on rappelle que les Qilin étaient très influents dans ce nouveau commerce. Il va falloir trouver comment s'intégrer dans ce commerce-là. Comment s'intégrer dans un commerce qui a du coup évolué. Il va falloir aller chercher plus loin, aller chercher... Le commerce extraplanétaire est une réelle révolution en soi, bien sûr. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de nouvelles notions. Un temps d'adaptation est nécessaire aux Mandaha qui, donc, dans cette quatrième phase, vont essayer de s'y adapter. Et ça a plutôt fonctionné, en effet. Ils se sont installés, ils se sont développés. Et de toute façon, c'est indéniable. Vous regardez où nous en sommes aujourd'hui. Et bien voilà. Bien sûr, ils se sont adaptés, mais non sans une première phase de déclin économique. Oui, c'est ça. Une réelle en chute effet. libre qui a d'ailleurs beaucoup alerté à l'époque. Je crois que c'était le
Enfin, c'était dans l'ancien calendrier, bien sûr, mais cela correspondait à la chute du 11 septembre Oui, de... de la 52e lune, ou je ne sais plus trop Oh, combien. 2001e Mais en gros, lune, je c'était crois. 437, quelque chose comme ça, avant Bien sûr, la grande bien sûr, refonte. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, du temps a passé. Un déclin qui est tout à fait normal lors de l'entrée dans le consortium du commerce d'une tribu, on pourrait le dire encore. Oui, Oh, oui, c'est quelque chose d'assez primitif. Hein. oui, tout à fait. Mais c'est maintenant que la vraie identité des Mandalore va se développer, puisque, on rappelle, avant c'était une secte, et bon, on ne peut pas vraiment s'identifier à une secte. Dans ce cas-là, c'était un petit peu difficile. Et c'est là que vraiment, en tant que civilisation et que peuplade, les Mandalore vont se créer et se forger. Bien sûr, se forger une identité C'est ça. qu'ils n'avaient pas avant. Qui Avant, n'avait c'était pas du tout. une fédération de groupes assez disparates qui avaient en commun seule leur religion. Et c'est ça, Et exactement. désormais, ils entrent avec la nouvelle ère du commerce dans une sorte d'économie de marché qui va répartir la population en castes. Et c'est donc comme ça qu'on va le voir. L'installation, donc la conquête, la phase 4e, puis qui va petit à petit se transformer dans la phase 5, qui sera donc la phase de diversification, la phase de création et de forge finalement de toutes les identités et de Mhm. toutes les sous-branches des Mandalore Bien sûr. qui vont se créer. Voilà. Car il faut bien voir qu'avec une certaine latence, les courants parallèles de la secte prennent une réelle ampleur et commencent à se développer. Dans les montagnes, nous avons les Huit, qui sont un peuple réactionnaire, bien sûr. Ils veulent Oui. retourner aux origines, C'est ça. avec une sorte de primitivisme fantasmé. Exactement, oui. C'est un espèce de mélange entre avancée technologique majeure et retour à la Terre, si on peut dire de cette manière-là. Qu'on le rappelle, aride et inhospitalière. Exactement, mais les Huit qui, on le remarque, ont un nom un petit peu similaire aux Houthis, qui sont sûr. la civilisation la plus technologiquement avancée, je le rappelle. Donc La voilà, ça branche crée- principale, finalement. c'est ça, et ça crée un contraste. Les mais voilà, Houthis sont bien plus réservés dans leur foi. Leur foi est beaucoup plus dissimulée, c'est bien ça, sûr. oui. Je pense on peut parler d'un choc culturel quand ils entrent dans le consortium du commerce, puisqu'ils se heurtent à d'autres religions, notamment à la religion majoritaire, celle alors dominée par Pie VI. Leur verve est obligé de s'amenuire. Ils sont obligés d'être beaucoup plus magnanimes Exactement. Et vis-à-vis puis, notamment de leurs prisonniers, de leurs sacrifices. Ils abandonnent les sacrifices, les Houthis, à cette époque. effectivement, oui. Et puis c'est aussi à une période où l'astropape Pie VI commence à décrépir et son empire commence à s'effondrer. On l'avait raconté en première partie de cette émission. Bien sûr. Donc Un voilà, lent beaucoup. déclin. Et oui, un très très long déclin des 7 lunes d'Andorre, mais qui va du coup aussi avoir de l'influence malgré tout. Ça va causer, Bien il sûr. va y avoir quelques micro-relations, quelques micro-interactions qui vont un petit peu faire basculer tout ça. Puisque finalement, ils arrivent rapidement à la fin de la 4e ère à s'imposer comme une réelle puissance économique. Exactement, et beaucoup maintenant, ce qui paraît surprenant, mais à cette époque-là, ils se sont tellement développés que beaucoup de personnes ne se doutent même pas qu'il s'agit d'une secte à la Bien base. sûr. Ils pensent que c'est simplement une civilisation qui a réussi à sortir son épingle du jeu et à s'intégrer à ce consortium de commerce. Donc, on va peut-être faire un aparté sur les Huit, qui ont, bien sûr, comme toute peuplade d'un primitivisme fantasmé, une répartition fédérale des tribus. Il faut voir aussi qu'il faut remettre dans son contexte cette planète, à cette époque-ci, est en train de s'éloigner de son astre et commence à se refroidir. Donc nous avons différents sous-groupes. Nous avons les In-8, qui sont un courant, disons, encore plus réactionnaire, mais qui, vous savez, comme un virus qui serait tellement mortel, finalement, ils n'arrivent pas vraiment à s'étendre. Leur réaction était tellement forte et tellement oppressive que peu de gens y adhéraient. Et nous avons aussi les Palmas qui, Tout à fait, oui. eux, sont un courant, disons, beaucoup plus du désert. Ils ne renient pas les débuts de l'agriculture ainsi que l'élevage des... Comment cela s'appelait ces animaux dont ils tiraient un lait et un... Les longos, je crois que c'était Longo ça. Bien sûr. Pour Oui, les oui. auditeurs, ce sont des sortes de dromadaires. De mais- chamelles, de... Oui, c'est ça. Ouais. Animaux du désert qu'on ne peut pas vraiment décrire. C'est un petit peu compliqué. C'est plus massif qu'un dromadaire et ça produit plus de lait. Du Bien coup, sûr, en c'est très raison de ces intéressant. 7 pies. Exactement. Et donc, parmi les productions, donc on a le lait de Longo qui est mal. Je n'ai pas d'autres informations, en fait. Je suis très limité en informations. Bien sûr, donc nous avons dit que les tribus réactionnaires utilisaient... alors c'était lesquels qui utilisaient les chamelles là C'était les Palmas, Les Palmas. qui étaient très réactionnaires et qui essayaient de faire leur petite économie à part parmi la sous-branche des Huit. Et il y avait également certains Huit qui se considéraient Houthis et qui essayaient donc d'aller à contre-pied du mouvement des Huit, puisqu'en fait, cette tribu n'avait jamais vu les Houthis de sa vie. D'ailleurs, pendant la guerre civile de 447, Oui.
ils serviront, ils seront utilisés par les Houthis pour asseoir leur domination sur les Huit. Exactement, oui, pour convertir une partie de la population, ce qui fut plutôt facile puisque, eh bien, ils étaient déjà adorateurs des Houthis, ce qui a aidé. Donc voilà, parmi les Huit qui se sont séparés des Mandahas, qui se sont considérés et qui ont été Qui se sont séparatistes, affirmés. qui se sont affirmés, voilà, différents, à travers l'installation des Mandahas dans leur nouvel environnement. Ce qui constitua donc cette 5e phase, et ce qui la structura, pour la rendre tout aussi intéressante et donc tout aussi pratique. On rappelle bien sûr que les phases sont organisées par les différents dieux constitués dans un seul dieu, comme si leur unique dieu avait plusieurs personnalités, ce qui fait que les mandahas sont monothéistes, polythéistes. Dans cette C'est période-là, une très belle ritournelle, cela permet Oui. d'intégrer les dieux des planètes récemment conquises. c'est ça Et de exactement. ne pas Et- créer d'incidents diplomatiques ainsi que d'identité dans les peuples conquis, puisque Voilà, c'est leur ça. dieu est intégré. Oui, leur dieu est Leur- intégré, leur quoi culture qu'il arrive. automatiquement avec. C'est ça. Et donc là, voilà, le dieu avait une personnalité plutôt banale, hein, vraiment. Oh, d'un point de vue plus matérialiste que je représente, le dieu n'est que le reflet de la situation économique assez confortable qui a amené une période de prospérité. Le dieu n'était plus dans enfin, les interprétations des messages du dieu n'étaient plus dans une réelle conquête de C'est territoire, ça, oui. mais oui. plutôt dans le fait de s'asseoir et de s'affirmer, affirmer son territoire et sa Voilà. domination. Voilà, et donc se rendre visible aux autres voisins qui sont malgré tout, dans cette zone-là en tout cas, très peu. Ce qui a fait qu'avec une facilité plutôt mesurée, je dirais, que les Mandahas ont réussi à renverser les Qilin. On peut quand même parler du réel génocide des restants de Qilin, Bien sûr, quand même. effectivement, une réelle chasse aux Qilin Bien fut sûr. organisée. Parmi ces chasseurs-là, beaucoup de partisans de la seconde phase, l'époque des coupeurs de tête, qui essayaient à leur manière d'organiser, encore une fois, quelques petites C'est là cérémonies. l'un des principales carrefours, enfin, comment dire, séparation entre les Qilin et entre les Qilin, entre les adorateurs de Mandara Houthi et les Huit. Les Huit voulaient exterminer complètement les Qilin et régner sur leur planète, alors que les Houthis étaient plutôt dans une sorte d'assimilation forcée, C'est ça. qui leur Oui, a oui, permis oui. bien sûr de grossir leur armée, ainsi Oui. que de bénéficier de tous les avantages et de toutes les instances créées par les Qilin. Et donc voilà, une 5e phase très intéressante d'un point de vue sociologique, puisque voilà, on relève beaucoup de séparation, beaucoup de création d'idées, beaucoup de partage tout de même, il avait plusieurs fois par lune des banquets organisés qui conviaient certaines figures majeures, si difficile à trouver soit-elle, puisque en effet, dans tout ce chaos et toute cette organisation, on ne savait plus trop qui dirigeait quoi, et c'était très compliqué de rectifier le tir et d'organiser un peu. Un d'organiser chaos un peu tout. profitable quand même aux hautes instances du commerce. Hein, Voilà, bien c'est sûr. ça, exactement. Et donc, voilà, cette 5e phase, organisation de l'ordre. On a une société qui tient la route à la fin. Bien sûr, c'est ça, oui. Et qui, dans la phase 6, va pouvoir proliférer. Voilà, c'est Voilà, très. qui marque l'apparition des colonies sur C'est les ça. autres planètes, Exactement. qui portaient d'abord le nom d'ambassade avant de s'affirmer comme ayant réellement la prétention de vouloir conquérir du territoire, quoi. Oui, voilà, c'est un petit peu ce qu'on pouvait en retourner. On voit aussi l'émergence de l'art de Mandara, notamment dans la construction architecturale, oui, où beaucoup d'illustres architectes infusent leur culture Mandara sur les autres planètes en imposant leurs temples, bien sûr, d'abord dans les ambassades, et puis ensuite dans la population civile. Les temples sont très intéressants et très attirants, puisque les rites y sont colorés, les bâtiments y sont imposants, leur architecture est légèrement gauche pour créer une sensation de familiarité, mais tout en étant très bien travaillée, leur architecture est cyclopéenne. Cela impose vraiment une idée de puissance qu'à l'époque ils n'ont pas encore. Hein, ils ne peuvent pas rivaliser par exemple avec l'armée impériale de P6 sur le plan militaire. Qui se fait à cette époque-là, donc dans la phase 6, qui est nettement affaiblie et diminuée de par la chute prochaine de cet empire. Mais voilà, un art Mandaha qui a fait ses prémices dans la 3e phase, Bien phase sûr. phase très colorée, très vibrante de formes, de couleurs pour la plupart des Ce Mandahas. qui coïncide avec plus de liberté individuelle, C'est ça, pour, exactement. pour les Oui, personnes. Oui. Toujours récupérée bien sûr par les dirigeants. On peut parler de la phase éclair, la Blitzkrieg. Donc on peut parler de la microphase éclair durant la phase 6, qui vit apparaître une espèce d'instance supérieure qui se considérait comme la maman de toutes les instances dans les Mandahas, qui fut bien entendu éphémère, hein, qu'on appelle ici nous la phase 6 bis, Bien sûr. et qui constitua Bis car elle n'aboutira pas, elle ne fait pas partie de l'histoire comme un fil continu. Biscaros. Oui, une phase bis car elle ne fait pas partie du destin, c'est la Biscar destin. Donc
À travers la phase 5 et la phase 6, on a relevé beaucoup de ces moments, puisqu'en effet, on ne le dira jamais assez, mais les Mondas ont été très hétérogènes dans leur développement. Et donc, beaucoup de micro-soulèvements avaient lieu, mais qui ne causèrent jamais de grandes menaces à l'intégrité même de la secte et de l'ordre après. Mais cette phase 6 bis a été la plus importante de Bien toutes sûr. ces On peut micro-séismes finalement. C'est cela. Oui, On peut parler d'une forme de révolution citoyenne, car au sein même, sans remettre en cause réellement les fondements de l'organisation sociale, elle impose quand même une sorte de nouvel ordre. La phase 6 bis, alors, est-ce qu'on peut la qualifier de réactionnaire ou de post... de poste, comme par exemple les services postaux, ou d'idéologie progressiste, mais dans un sens autoritaire, c'est-à-dire, comment dire... Progressisme autoritaire. Oui. Oui, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le décrire. C'était très complexe puisque les meneurs de cette phase 6 bis ne revendiquaient pas suffisamment leurs idées et leurs convictions, mais ils causèrent, ne serait-ce qu'un instant, une réelle menace. Bien mais sûr. ce fut On très quitte- rapidement remis en place puisque les mandats avaient appris à se mettre en ordre et à régler ce genre de problème. Bien sûr, on quitte l'espace d'un instant l'autocratie déguisée pour aller vers une réelle décision en petits groupes élitistes bien sûr, qui ont apposé une réelle menace sur le consortium du commerce, en notamment la réforme 422 du code du commerce Exactement. récemment établi, qui a permis bien sûr la récupération par ce petit groupe de personnes ainsi que leurs proches, leurs familles, comme une sorte de petite oligarchie, d'énormément d'entreprises qui appartenaient à l'époque à la secte, qui appartenaient à la forme étatique, et qui sont restées finalement pour éviter une effusion de sang et surtout d'essaimer dans l'esprit des hommes qu'il était possible de récupérer des choses une fois données. Elles ont été gardées et encore aujourd'hui, on a une forme d'oligarchie amenuisée au sein même de l'ordre Mondaha. Qui donc hérite partiellement de cette phase 6 bis qui a été très importante. Mais principalement, parmi la phase 6, on a l'appropriation de donc, toutes les planètes voisines, puisqu'en effet, au départ, les Mondaha, bien que nouveaux arrivants sur la planète Kilin et sur ces nouvelles terres, pouvaient espérer peut-être aller plus loin directement, mais on l'a rappelé, ils ont préféré au départ s'approprier la planète Kilin, mais ensuite, ils étaient donc capables, de par cette formidable organisation, d'aller plus loin et d'aller sur les planètes non officielles des Kilin, Bien sûr. qui ne sont pas vraiment revendiquées par qui que ce soit. On peut peut-être revenir très rapidement, sur le schéma, qui est toujours le même, le schéma d'installation sur les planètes voisines. D'abord, on y impose une ambassade, qui se transformera rapidement en colonie. Certaines mêmes planètes auront même vu des colonies, sous le nom colonie, s'installer chez eux. Et ensuite, on infuse la culture d'une culture Mondaha. Donc, c'est-à-dire avec des temples, que j'ai dit chatoyants et impressionnants. On infuse aussi le domaine artistique, bien sûr, avec énormément de représentations publiques, de jeux qui vantaient les mérites des anciens jeux des ères passées, dans une version bien plus aseptisée. Et c'est là qu'on commence en effet à voir ce qui arrivera dans la phase 7, mais toute cette période de caviardage du passé, de volonté de masquer aux esprits ce qu'il s'est réellement passé et quelle est réellement l'histoire des Mondaha. Bien sûr, une sorte de roman national, transnational, on pourrait Exactement, dire. et donc on assiste voilà, aux prémices de cette 7e phase. Dans la 6e phase et la colonisation des planètes et la profusion de cet art, d'une volonté voilà, de commencer à aller de l'avant et à ne plus vouloir se pencher sur ce que l'on était autrefois et essayer de définir ce qu'on sera plus tard. Finalement, je pense que cela s'explique aussi par les conditions matérielles qui font que l'Empire, leur coalition du commerce est majoritairement dominée maintenant par les représentants Mondaha et que la sécurité économique est d'une stabilité remarquable. Exactement, oui, maintenant, il n'y a plus de doute, l'économie est installée, elle commençait déjà à avoir une certaine histoire, un certain développement. Au détriment, bien sûr, des ressources de leur planète d'origine, ce qui poussera les 8 à se retrancher encore plus dans leur... Sur la planète Monde, en Voilà, effet, c'est ça. ce qui causa effectivement un autre développement, une autre séparation, au sujet de laquelle on pourrait faire tout un épisode en entier, qui est extrêmement intéressante également. Puisqu'en effet, maintenant, on sait que les 8 sont extrêmement différents des Mondaha, si bien qu'on ne pourrait pas se douter qu'ils étaient rattachés à cette population, à cette secte avant. Mais voilà, la planète Monde a aussi une histoire à part entière très intéressante qu'on pourrait couvrir dans un futur épisode, si nos auditeurs en veulent en savoir plus. Mais donc voilà, le développement des colonisations qui ont en quelque sorte
fondé un nouveau genre de colonisation de planètes, puisque vous l'avez dit, donc installation de l'art, voilà, et Une insertion méthode très efficace. voilà, insertion de son identité dès lors, et aussi le développement de nombreux souterrains sur ces planètes colonisées, puisqu'en effet, il y en avait déjà quelques-uns d'installés, de souterrains, de créés, mais quand les Mandas arrivèrent, ils trouvèrent tous ces souterrains complètement vides, qu'ils semblaient laissés à l'abandon et abandonnés dans la précipitation, si bien qu'il n'y avait presque plus aucun habitant sur ces planètes-là à coloniser. On peut se douter que la planète Kilin étant été assiégée, elle aurait pu envoyer des missives et des messages d'urgence aux planètes voisines. Les Kilin installés sur ces planètes annexes-ci, on ne les a jamais retrouvés, on ne sait pas ce qu'ils sont Bien devenus. sûr. C'est un mystère qui reste encore entier à l'heure du jour d'aujourd'hui. Certaines théories parlent de foyers de résistance dans ces souterrains qui nervaient les autres lunes, les lunes avoisinantes, qui étaient complètement nervurées de toutes ces Voilà. petites galeries qui auraient servi de foyer de résistance, mais cela paraît curieux d'arriver à mater une résistance aussi rapidement. Donc l'hypothèse principale et l'hypothèse qui a été retenue par expérimentation scientifique, c'est celle de la fuite, bien sûr, devant peut-être une forme de peur infondée, puisque l'on rappelle, ils sont puissants, ils ont beaucoup d'influence au sein du commerce, mais leur armée ne pourrait pas attaquer plusieurs lunes en même temps, par exemple. S'ils se faisaient C'est prendre ça. en sandwich, passez-moi l'expression, ils n'auraient sûrement pas gagné ce forme de guerre. Il faut savoir que les Mandas sont une civilisation qui n'a pas vraiment d'expérience en termes de conflit, Bien sûr. puisque ils se sont simplement, pardonnez-moi l'expression, mais ils se sont simplement servis sur la planète Killing, ils se sont dit, allez on y va, c'est parti, nous avons ce qu'il faut à notre disposition, nous sommes assez puissants, créons un empire, et voilà. Mais c'est vrai qu'il manquerait de professionnalisme, si on peut dire ça. Par contre, ils compensent ceci en étant des maîtres propagandistes. Et du coup, ils répandent une idée de terreur sur les autres lunes avoisinantes. Mais une idée de propagande qui viendrait sûrement d'un conseiller extérieur au Manda. Ce n'est pas une idée qui aurait germé dans leur rang. Un nom qui ressort parmi cette histoire est celui de Erwin Dechau, qui était donc un des conseillers en propagande les plus expérimentés de la galaxie. Bien sûr, le conseiller personnel en propagande de l'Empire, de l'Empire, celui de P6, quoi. Exactement, Qui avait des exactement. relations particulières Oui, avec. avec Adrian Santana, qui a aidé les Mondas à s'affirmer en tant qu'empire, puisque, on le rappelle, c'était une secte avant, et une secte est plutôt douée en propagande, disons-le de Bien cette sûr, manière, mais bien que peut-être enfermée et reclus. oui, mais une sorte de propagande qui n'arrive pas vraiment à s'étendre au-delà de la galaxie. Erwin Dechau arrive avec un savoir-faire et, après une trahison retentissante de P6, on peut parler d'un réel visionnaire, puisqu'il apporte certes certains éléments, mais il a senti le potentiel d'expansion des Mandara. Exactement. Et c'est là où il va faire pencher la balance de son côté. C'est principalement grâce à ses conseils que les mandats se sont démocratisés et qu'on les connaît aujourd'hui comme ils sont. Bien que nous, historiens, nous connaissons leur passé et nous savons ce qu'il va en découdre dans la phase 7, la phase finale ou la phase actuelle de l'histoire des mandats. Pour revenir rapidement sur Erwin Dechau, c'est quand même un personnage assez louche. Il trahit P6, il passe une lune, pardon. Il passe une lune, oui. À faire, nous ne saurons jamais réellement oui, quoi. Oui, on raconte même qu'il a réussi à changer d'identité durant cette période et que Bien sûr, il était recherché réussit aux quatre coins à de la galaxie. supprimer de tous les esprits son identité originelle d'Erwin Dechau, puis il revint à un moment, et personne ne s'est rendu compte que quelque chose clochait. C'est plutôt déconcertant. On peut parler aussi au sein même, pour revenir sur un terrain plus théologique, au sein même de la foi des Mondas, il a une réelle influence. Il arrive et il intègre le dieu Pis, un dieu un Pis ou Pi, comme on dit pour être moins Suggestif, pour être moins suggestif. Pour être moins graveleux. Exactement, mais qui s'appelle réellement le dieu Pis. Le dieu Pis, qui a une réelle importance puisque c'est l'introduction d'une volonté guerrière, pas seulement pour consolider ses positions. C'est une réelle image mentale, inconsciente et collective d'un idéal de guerrier comme d'une sorte de carrière que l'on pourrait entreprendre pour atteindre un haut degré de respectabilité au sein même de la société. C'est ça, et c'est finalement ce qui aurait pu causer l'orientation des Mandaha dans une phase 7 différente et dans une phase 7 annexe, qui aurait encore plus séparé la civilisation comme ça s'est produit avec les 8, mais ça c'était pour d'autres raisons. On arrive en même temps à une phase, la phase 6 est une phase de perfectionnement technique. C'est réellement la phase qui voit arriver le voyage à la vitesse de la lumière. Que
un bon nombre de peuplades avaient acquéri, mais que les Mondas tardaient d'avoir, puisque de par leur barbarie et de par la nature de leur expansion géographique, ils n'avaient toujours pas ce genre de technologie. Mais voilà, s'inspirant de ce qu'ils avaient trouvé sur la planète Kilin, ils purent, dans cette phase 6, acquérir toutes les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour pouvoir avoir ce genre de voyage. Ce perfectionnement technique ainsi que le voyage à la vitesse de la lumière va amener une expansion dans leur commerce qui est très profitable à leur économie, mais marque aussi l'exploitation ultra rapide et ultra massive des ressources de Kilin. Kilin, appelée alors Monde, qui deviendra une planète totalement invivable. Seules quelques peuplades de 8 y résistent encore, mais cela marque aussi la fin de la résistance interne, la fin de la guerre civile entre les 8 et les Houthis, qui marquera vraiment la domination Houthi comme un peuple unifié, réellement. Alors que du côté des sept lunes d'Andorre, l'astropape P6 était bel et bien en désuétude. Oh bah, à ce moment-là, il est même mourant. Hein. Et c'est un peu la panique, puisque aucun successeur ne se présentait, aucun héritier ne fut trouvé. Ce qui est quand même vachement curieux, puisque l'Empire Galactique aura réussi à durer pendant 7000 lunes. Au moins, oui. 7000 lunes, en trouvant toujours un successeur après les 200 ans de règne habituel d'un pape, qui n'avait pas le droit de se reproduire. Et c'était souvent son fils qui arrivait quand même derrière lui. Ce qui est plutôt curieux et qui a donné lieu à beaucoup de blagues assez triviales, mais qui font toujours rigoler. Se tournant aussi dans l'empire de l'astropape P6, certains racontent que la prise de pouvoir des Mondaha serait liée à cette descente aux enfers de l'astropape, littéralement, pour lui. Alors que les Mondaha se déplacent à la vitesse de la lumière, le pape, l'astropape, on pourrait le dire, est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse, mais totale. Il est à l'arrêt. Son pouvoir s'amenuise de jour en jour, mais il faudra quand même marquer les esprits par une prise de pouvoir, on le verra, assez violente, contre cet homme grabataire et contre son organisation. Nous allons voir cela tout de suite. C'est donc un homme qui marquera la désuétude de l'astropape P6 et qui voulait en découdre, tout simplement. Et cet homme, c'est Rashad Kiyan, qui est mercenaire à l'époque et qui est très actif dans un mercenaire haut placé dans la récente oligarchie du pouvoir Mondaha. La théocratoligarchie. Exactement, terme que l'on a dû inventer pour qualifier Par néologisme, ce n'est qu'une simple contraction. Exactement, voilà. Ce mercenaire Mondaha a une histoire plutôt particulière, puisque il est extrêmement efficace, c'est un des meilleurs, mais cependant, il ne va pas remettre en question les informations qu'on lui transmet. Et donc c'est cet homme-là qui participa donc au passage d'une ère à l'autre. Ce que l'on appelle la lune rouge. Oui, on peut appeler ça comme ça, dans la culture populaire. de l'astropape P6. Donc cet homme va être lâchement manipulé par la plupart des hauts dirigeants des Mondaha, qui avaient soif de pouvoir, bel et bien, et qui donc vont faire en sorte qu'il puisse renverser l'astropape P6 qui est mourant et qui peut lâcher d'une minute à l'autre. En parlant de lâcher, vu qu'il était quasi mort, il était pris de flatulence, c'était une horreur. La salle impériale était remplie de gaz. Oui, en effet. Un grand banquet s'organise comme toutes les lunes et toutes les demi-lunes, on pourrait dire. Celui-ci a la particularité quand même d'avoir des visées géopolitiques. C'est une réunion qui réunit la coalition du commerce, alors dirigée par les Mondaha à 99%, le pourcent restant étant plutôt pour la forme, puisque c'est une des tribus minoritaires sous domination Mondaha, ainsi que tous les représentants de l'autorité impériale de l'astropape, P6. Vous allez me dire, mais alors qu'en est-il des 8 ? Eh bien en fait... Mais alors qu'en est-il des 8 ? Vous l'avez dit, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'était des réactionnaires grabataires, c'est-à-dire que ils n'étaient pas dans tout ça, là, dans toute cette géopolitique, toute cette administration. Personne ne pouvait trop dire ce qu'il en advenait et ce qu'il devenait, puisqu'il se faisait très discret tout en étant très fulgurant. Mais les 8 ne participaient pas à ce genre d'événement, les Palmas non plus, les 8 Houthis non plus. Mais les donc 8 voilà. Houthis sont quasiment disparus, ils s'en sont servis lors de la dernière guerre civile, et les 8 sont en pleine dégringolade. Leur planète est d'ailleurs complètement désertée par les Houthis. Les Mondaha n'y vont plus que pour extraire les dernières ressources, ce qui amènera... Sans accrochage jamais, alors que pourtant les 8... Ce qui amènera à la situation critique dans laquelle nous sommes, où cette planète menace d'imploser d'un siècle à l'autre. Oui, c'est très grave, et certaines opérations de secours ont eu lieu, mais jamais vraiment il n'y eut jamais vraiment de complicité ni de compréhension entre les organisations, ce qui mène à cette situation dans laquelle nous sommes. Mais voilà, c'est une des premières fois que le banquet traditionnel a un but géopolitique.
Ça se ressent en effet dans la Oui, dans oui, la salle de le banquet. climat est tendu. Hein. Voilà, bien que déjà la présence d'une odeur assez pestilentielle, de par la présence de l'Astropap Bien Piscis, sûr. dont littéralement l'âme quittait le corps, et ça se sentait. Ah oui, oui, oui. Voilà. L'âme, LAME, qui était en un seul mot, qui était à l'époque un mot assez peu usité pour décrire bien sûr les flatulences qui attaquaient Voilà, ça peut sembler le nez des puéril, convives. ça peut sembler puéril et trivial, mais c'est très important de le préciser puisque Bien ça sûr. aura son importance pour la suite. Donc il y a cet homme, Rachad Kian, qui est convié à ce banquet, donc qui est un peu comme toutes les fois, puisque il est très important et très, très, très représenté. D'ailleurs, pour une analyse plus critique de l'histoire, on pourrait remettre en perspective que le pouvoir de Rashad Khan viendrait plutôt de son argent, puisque, on le rappelle, c'est un des descendants de ceux qui ont réussi à privatiser certaines entreprises et certains domaines du commerce en créant les corporations de métiers, c'est un autre sujet. Mais du coup, son pouvoir viendrait plus de son argent et de ses relations que de sa réelle tactique militaire, voire militaro. Et donc c'est ainsi que le début de la prise de l'Astropap Piscis commence par une influence très importante qu'ont eu les Mandaha, en amont de ce banquet bien évidemment, et il y aura un rapprochement entre l'Astropap et Rachad Kian, qui au début fut très très bien vu par le reste des convives et par la population en général ensuite. Pour donner une image à nos auditeurs, on rappelle que c'était quand même un banquet chatoyant. Un tiers des dépenses de l'année était pour cette grande fête qui se voulait populaire tout en étant bien sûr une fête réservée aux élites. Il y avait une sorte de tradition qui visait à avoir à peu près 10 fois plus de victuailles qu'on en allait consommer durant le banquet. Ce Bien qui sûr. fait qu'il, peut-être par simple volonté d'assertir son pouvoir, mais on avait donc des montagnes et des montagnes de victuailles et de mets qui trônaient dans ce banquet, si bien que c'était parfois difficile de se lever pour aller se laver les mains ou pour faire ses besoins dans les cosmo-toilettes. On rappelle que l'Astropap Piscis est alors mourant, il est pris d'accès de fièvre et ses mots ne sont pas toujours cohérents. Donc, on le voit, les mandats ont l'influence nécessaire, ils ont réellement, ce sont eux finalement qui détiennent réellement le pouvoir, mais il faut une passation de pouvoir marquante, qui marque les esprits pour pouvoir intégrer tout le monde dans un changement civilisationnel. Voilà, donc une passation de pouvoir marquante. Marquante et détonnante, je dirais même, puisque nous revenons sur les pièces remplies des gaz de l'Astropap Piscis, que Rachad Kiyar aura eu, sans doute lui aura-t-on soufflé, la merveilleuse idée dans son intérêt de faire exploser grâce à un briquet qu'il avait caché dans sa tunique. Exactement, oui, qui était au niveau de sa cheville et qu'il alluma tout simplement à un moment opportun. Bien pour autant, l'Astropap Piscis n'en résulta pas non plus amoché, puisque... Il n'est pas mort sur le coup ? Non, il n'est pas mort sur le coup, puisqu'ensuite, on le pendit avec ses propres intestins. Bien sûr. Ah mais, je crois que c'est post-mortem. Ah, c'était sûrement post-mortem alors, puisque oui, en effet, les Mandaha avaient bien sûr pris les précautions d'avoir des pistovisières qu'ils pouvaient disposer devant leur visage et qui leur permettaient une parfaite étanchéité avec leur environnement. Technologie qu'ils ont utilisée d'ailleurs pour coloniser toutes les planètes annexes à Kilin. Mais voilà, l'Astropap Piscis, bien qu'accompagné par, je crois à l'époque, plus de 20 assistants accompagnants de par son état. Il avait semble-t-il, selon les témoignages des mandats qui ont résisté, au moins 8 porteurs, puisque après 200 ans de règne, il détenait désormais plus de 144 mètres d'intestin. Il passait ses journées à manger et faisait désormais 1,5 tonne. Oui, c'est très possible, c'était à peu près dans cet ordre-là. Et ce qui est assez amusant, bon, c'est un amusement assez morbide, mais c'est que la couchette dans laquelle il se situait, qu'on ne le veuille ou non, ressemblait quand même sensiblement à un cercueil. C'est-à-dire que même son peuple avait quand même une idée de ce qui allait se passer. Et ça faisait quand même... Certains théoriciens parlent même d'une résignation. Voilà, et ça faisait quand même une pape. ou deux lunes que ce genre de couchette avait été adopté par les seconds. Mais voilà, tragique prise de pouvoir, et c'est en fait la principale volonté d'avoir rendu ça si fulgurant, c'était pour marquer le coup, pour ne pas avoir un moment de flou durant lequel une prise de pouvoir pouvait se faire. Les Mandaha maintenant savaient comment procéder, bon, ils avaient quelque expérience en la matière, et encore une fois, ils frappèrent avec une fulgurance qui était très importante. Les inventeurs de la trahison, on le rappelle, avec cet Adrian Ier.
Et donc voilà, marquer le coup, faire en sorte que l'astropape Piscis... Créer une sorte d'iconographie aussi, avec l'astropape Piscis pendu par ses boyaux sortant de son nombril à une gouttière du palais impérial. C'est une image qu'on retrouve aujourd'hui encore dans nos temples. Oui, bien sûr, et qui est dans nombreux livres d'histoire, mais... Tout ça pour toujours appuyer la pauvreté et la précarité de l'ancien régime civilisationnel, carrément. Nous pouvons utiliser ce terme, et pour asseoir la nouvelle civilisation vertueuse et étincelante que les Mondas promettent alors Exactement. aux habitants de la galaxie. Et voilà, et palais impérial qui est colossal, on le rappelle, il fait plus de 600 mètres de haut, donc les 144 mètres d'intestin furent utilisés intégralement, c'est-à-dire que vraiment, lorsqu'il avait un petit peu de vent, il se balançait, il se dandinait, ce qui était plutôt morbide à voir pour les quelques adorateurs qui aujourd'hui encore, restaient. dans les ruines, enfin maintenant c'est un musée bien sûr, mais on discerne encore les deux taches, on dit les deux taches... On dit les deux taches du pape, bien sûr. Pas l'astropape, on dit les deux taches du pape. Oui. Voilà. Et non, ce ne sont pas des taches à faire, ce sont des taches physiques, bien sûr. Ce sont des taches de caca. Un peu de caca d'un côté, un peu de pipi de l'autre. Voilà, c'est déconcertant de la sorte, mais qui sont donc les deux seules taches de ces fluides corporels qui sont... Non mais, on peut le dire comme ça. Mais ça veut dire caca. Qui sont les deux seules taches réellement du sang et du plasma et d'autres fluides qui coulaient de son corps, hein, puisque vraiment aucune attention particulière n'a été faite lorsqu'on l'a pendu. Et donc voilà, c'était les deux seules taches qui sont restées et qui ne purent jamais être effacées, puisque évidemment, quelques temps après, tout ceci fut enlevé, ça a fait une polémique absolument assourdissante, mais voilà, ces deux taches-là sont restées sur le parvis du Palais Royal, ce sont celles qu'on appelle les taches du pape encore aujourd'hui. À ne pas confondre avec l'étage du pape qui est dans le même musée, ses appartements privés, Exactement. qui sont encore d'un faste remarquable. Oui, qui sont encore aujourd'hui visitables et qui ne sont pas oubliés, on va dire, par la population. Donc le successeur du pape qui a été désigné par la cour de l'astropape Piscis était un certain Nicotine qui a dû faire les frais de la de la transition brutale Mondaa, puisque on n'a jamais retrouvé deux petits bouts sur la même planète. Toujours, partout. En effet, voilà, cet individu qui semblait sorti de nulle part et qui proposait à la vente une épice améliorée qui avait bien plus d'effets et qui était prisée par les classes supérieures et qui était très onéreuse, voilà, et qui est plutôt intéressante à étudier. Mais ce fut rapidement oublié puisque c'était extrêmement mal vu et on raconte que ce Nicotine serait passé sur la planète des Mondaa durant leur phase 3 où ils expérimentaient toutes sortes d'introspection. C'est assez imprécis puisque c'est en effet un personnage qui quand même a survécu pendant plus de 600 lunes et qui, si c'est la même personne, serait la personne qui aurait vécu le plus longtemps de tout l'univers. Ce qui, attribué à une personne si peu connue comme lui, serait assez étrange. Ce qui était quand même vachement turbocon de le buter pour la part de Mondaa. Mais voilà. Donc phase 6, tumultueuse, mouvementée, la chute de l'astropape Piscis, et on raconte encore aujourd'hui que ce Rashad Ghian était en fait un 8 camouflé, un 8 évadé qui a fait tout ceci pour honorer son peuple de 8. En réalité, qui sont très rébarbatifs. Il était manipulé dans tous les sens. C'est ça, exactement. Mais voilà, il semblait faire honneur à son peuple. Tant mieux pour lui, mais il faut savoir que ce n'est pas lui du tout qui a pu profiter de la prise de pouvoir qui succéda à l'astropape Piscis. La prise de pouvoir, ensuite, tout se passa dans une urgence préméditée, bien sûr. On assiste vraiment à des changements constitutionnels, à des changements dans la vie des citoyens éparses sur toutes les planètes. On assiste réellement à une réelle mutation de la société dans sa globalité. Bien sûr, à des endroits, il y a de la latence et à d'autres endroits, certains prennent leurs aises et veulent se développer plus vite que les autres, mais on assiste quand même à une expansion et à un développement du commerce et de l'industrie très important. On voit notamment l'apparition de technologies de communication instantanée entre divers endroits de la galaxie, complètement que nous utilisons encore aujourd'hui pour vous transmettre notamment cette petite émission directement dans vos puces oreillers, directement dans vos plugs anneaux, des appareils qu'on se fourre dans le cul et qui servent à télécommuniquer via flatulence, mais aussi via vibration intérieure, notamment reflux gastrique, reflux gastro-entérique,
ainsi que tout ce qui est rototo, hein. Tout ce qui est petit P, c'est bon. Gros P, attention, gros P, turbulence sur la fréquence. Donc vraiment, préférez vraiment le casque audio, c'est bien plus adapté. Donc voilà, un système de communication très avancé. En fait, Très avancé, on peut le dire, puisque ça rentre quand même de 22 cm dans le collant. Pour être avancé, ça c'est avancé. Mais lors de certaines émissions musicales, on peut atteindre l'orgasme prostatique avec, par exemple, du drum and bass. du drum and bass. Ce qui amena à la phase 7, qui est une phase qui est actuelle, qui est moderne, et qui est une phase de développement vers l'avant, et de volonté de s'émanciper d'un passé sombre pour nombreux mandats, puisque voilà, en effet, plusieurs générations ont passé depuis la phase 2. S'émanciper en réécrivant complètement le passé. D'ailleurs, ce n'est que finalement très récemment. Je pense que nos émissions et notre contexte actuel marquent, on pourrait le dire, la fin de la phase 7. Nous allons peut-être entrer dans une nouvelle phase, qui sait. C'est une phase où le dieu unique des Mandara aux multiples personnalités développait une personnalité rêveuse et enthousiaste de ce qu'il allait en convenir pour le futur. Une personnalité qu'on pourrait qualifier quasiment de naïve. C'est-à-dire qu'elle ignorait tout des anciens. On assiste aussi à une nouvelle génération de prêtres, et notamment de grands prêtres, qui sont passés par l'école théologique, et notamment la grande réforme 407 du Code de la théologie, qui a amené cette naïveté par le fait de discerner, bien sûr, le pouvoir politique du pouvoir religieux. Et du coup, les personnes qui sont passées par cette école-là ont développé une réelle école de pensée assez naïve, qui mènera finalement, par les intrications politiques, théologiques que l'on connaît, à cette phase rêveuse, cette phase de conquête, quand même. Oui, aussi de conquête un petit peu, hein, effectivement, mais aussi une phase de refonte, de reconstruction d'un passé malheureusement factice, hein, encore une fois, qui est dans l'esprit de quasiment tous les Mandahas aujourd'hui. Évidemment, c'est remis en cause par de nombreux historiens, notamment par moi et mes confrères, mais il s'agit, voilà, d'une censure de ce qui a pu se passer surtout dans la phase 2, aussi dans la phase 3, puisqu'en effet, une telle ouverture d'esprit et une telle tolérance à toutes sortes d'expérimentations n'est plus très bien vue non plus aujourd'hui par la civilisation. C'est quelque chose de risqué physiquement, mais aussi sociologiquement, qui est du coup représentatif, voilà, d'une phase qu'on souhaite aussi masquer. Mais malheureusement, se référant à l'unique dieu aux multiples personnalités, les Mandahas ne peuvent que ont ce système de phase en face des yeux. Ils ne peuvent voir que ça quand ils se réfèrent à leur dieu, ce qui fait que essayer de masquer des phases antérieures serait très compliqué, puisqu'on aurait du coup la phase 1 qui serait ensuite suivie par la phase 4, ce qui ne fait pas de sens. Masquer n'a donc pas été l'option, et rapidement est arrivé sur le tapis l'idée de réécrire complètement l'histoire. L'histoire, c'est un travail qui a occupé finalement la vie et l'œuvre de certains romanciers de l'histoire, comme on pourrait les appeler, qui avaient un réel pouvoir au sein du parti unique, bien sûr, qui émerge au milieu de la phase 7. La phase 7, donc c'est finalement quelque chose que nos grands-parents ont connu. Hein. Oui, tout à fait, oui, que les grands-parents ont connu, Ou que nos nous géniteurs connaissons matriciels, oui, comme la plupart de nos concitoyens. exactement, oui. Et puis c'est quelque chose... C'est une phase qui touche à sa fin maintenant, dans laquelle nous sommes actuellement, mais dans laquelle il ne se passe plus grand-chose qui serait affiliable à cette phase. Oui, on peut parler d'une phase de quiétude, une Voilà, forme c'est de ça. stabilité, Oui. d'un calme plat. La phase 7 s'illustre d'abord par une forme de naïveté rêveuse quant à la conquête. Il est vrai, la conquête et l'expansion encore du territoire vers d'autres contrées, mais désormais que l'entièreté de la galaxie est cartographiée, il y a une sorte de mélancolie passive qui envahit notre phase, et l'ambition des dirigeants politiques en a été amoindrie. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on pourrait peut-être assister à un changement total de la méthode de fonctionnement des Mandahas, mais qui pourrait tout à fait évoluer et ne plus du tout suivre ces recommandations-là et systèmes de fonctionnement. D'ailleurs, on peut parler sous le septennat récent de Loni Truel III, nous avons une réelle démocratisation de la pensée. Je pense que c'est généré par, on pourrait dire, l'ennui collectif, la mélancolie, la passivité de cette époque, qui a réussi à inscrire la forme démocratique et assez libérale qui nous permet aujourd'hui de faire ces émissions pour apprendre à déconstruire puis reconstruire l'histoire selon des principes plus scientifiques que les principes qui ont été édités il y a environ 70 lunes. C'est ça, oui, c'est ça. Et voilà, de par cette transmission d'informations que nous effectuons, nous espérons pouvoir
passer à quelque chose de plus nouveau que cette phase 7. Et On peut dire que l'histoire éclairera sûrement notre futur. tout à fait, voilà, elle pourrait éclairer notre futur pour... qui sait ce qu'elle pourrait voilà, nous laisser faire voir pour ce futur. C'est ça qui est très intéressant, c'est que on pourrait aussi tout à fait, comme les Mandaha, avoir une prise de pouvoir par une autre secte que nous n'avons jamais vu venir. Le retour des 8. Pourquoi pas, voilà, le retour des 8, le retour des outils qui sont peut-être actuellement en train de nous observer avec une technologie dont notre cerveau ne peut même pas imaginer l'étendue. Mais les outils dont nous tenons beaucoup. Mais un retour à une forme d'outillisme primaire. Oui, c'est ça, d'outillisme, même d'outillage selon certains, qui est un terme un petit peu, Oh, un petit peu après, grotesque. il y aura toujours certaines personnes croyant à toutes ces théories qui pensent qu'on peut guérir l'outisme. C'est impossible. Je pense que ce n'est pas possible. Oh, le chanteur Alain Choral en parle. Hein. Oui, c'était quand il était en feat avec Vieux Donné. Oui, c'est ça. Et donc voilà, nous espérons pouvoir voir du renouveau dans cette sortie de phase. Il y a quelque chose de très excitant à ne pas savoir où nous allons, bien sûr. C'est la suite logique d'un avenir sans destinée. Et donc, nous espérons pouvoir effectivement relater dans un futur épisode peut-être de l'histoire des 8 qui ont fait leur petit bonhomme de chemin et dont l'histoire est bien plus dure à retracer puisqu'en effet... Puisqu'ils n'avaient pas de tradition écrite. Et c'est ça, ils n'avaient pas de tradition écrite et ce sont que simplement des on-dit qui ont été sauvegardés dans quelques archives. Beaucoup de légendes au sein de la réelle histoire. C'est pour ça que les 8 sont la population la plus intéressante à étudier mais qui peut-être n'avait rien de tout ce qu'elle prétend avoir. Oui. Ce qui est fascinant, je trouve, et ce qui est très poétique quand le mythe se mélange à l'histoire. Voilà, exactement, et ce qui peut en inspirer peut-être d'autres, peut-être certains, comme ce qu'a fait Adrien Ier avec les Mandaha. Nous pouvons aussi envisager peut-être quelque chose que nous ne connaissons pas du tout. Par exemple, les réseaux souterrains qui sont dès lors plus surveillés seraient peut-être un foyer d'une nouvelle lutte, mais ça, c'est s'il y a changement civilisationnel. Oui, c'est ça. Il n'y aura peut-être expansion molle et croissante. Pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est le rajout d'un H à la fin Bien du nom Mandaha, qui marque... Encore une fois, une rêverie un peu naïve qui... Et une forme d'adoucissement quand même. D'ailleurs, l'abandon, il y a une centaine de lunes des sacrifices ainsi que des jeux. Et de toute forme, et de la plupart des formes d'art qui sont malheureusement tombées en désuétude. Mais sûr. C'est quand même un symbole assez fort d'une volonté de se réinventer et de peut-être changer de nationalité, ce qui paraît très très étrange puisque il y a quelques phases de cela, c'était vraiment... Je pense que l'idée nationale transplanétaire est assez récente et aura du mal à se... C'est ma théorie. Soit elle continue à prendre de l'expansion, car elle est, il me semble, bien lancée, soit cette idée sera une idée évanescente à l'échelle de l'histoire. Eh bien, c'est très inspirant ce que vous dites. Et qu'est-ce qu'on pourrait émettre comme hypothèse ou simplement comme affirmation pour conclure cette retracée Alors, comme affirmation, nous pouvons affirmer que nous ne savons pas ce qui va se produire. Effectivement, ce qui est très excitant. Comme hypothèse, d'autres s'en sont chargés. Comment s'appelle-t-il ? Thomas Morset a sorti un livre récemment. Oui, vous pouvez aller voir ses travaux. Vous pouvez les écouter ou les avoir directement gravés dans la mémoire. Et il a sorti également ses travaux en 3 ouvrages de chacun 2500 pages, je crois. Bien sûr. Ce qui est tout à fait raisonnable. Ce qui met 1 heure de téléchargement. Voilà, et c'est très intéressant, très intéressant. On peut aussi relever, en effet, le travail de Jaida Kotzer, qui... Ou les travaux bien plus triviaux, mais tout aussi plaisants et agréables à entendre et à connaître, de Issy Morissette. Un pseudonyme, bien sûr, mais bien sûr. Qui envisage les perspectives d'avenir avec un ton décomplexé et assez rigolo. Exactement. Donc voilà, on peut trouver de tout. On peut trouver beaucoup de fiction, de dystopie, d'utopie, et aussi des récits d'anticipation. En tant qu'historien, je ne m'avance pas trop en disant que je les trouve plutôt crédibles. Les travaux du professeur Ewell ? Oui, tous notamment. Mais voilà, il y a beaucoup d'études. Si il... cela vous a éveillé l'esprit, n'hésitez pas à aller les consulter. Oui. Et on pourra en parler plus en détail dans de futures émissions, et notamment éclaircir le sujet à propos des 8, des outils et des palmas. Bien sûr. Très intéressant. Ça, c'est si nous serons reconduits. L'histoire avant tout, après tout... On s'en fout. On parle de l'astropape en parlant juste de ses proutes.